Allô. Maintenant que j'ai trouvé le bouton de mon micro, c'est plus facile, hein. Comment ça va les gens? Comment ça va les enfants? Joyeuse Pâques, oui c'est vrai, oui, joyeuse Pâques républicaine évidemment, de tout dans l'amour de la République et le respect de la laïcité bien entendu. Joyeuse Pâques, à chaque fois je me rappelle pas, comment ça s'appelle la Pâques juive, ça existe aussi, Pessar, je sais plus. Je sais plus. Ça va bien et toi? Bah oui, écoutez, bonne humeur. J'ai pas perdu ma bonne humeur, ouais, bien les castexeries du jour, ouais. Bah ça valait pas ce qui se passait sur les réseaux, hein. Franchement, ils nous ont gâtés quand même les bourgeois là, avec leur truc de restaurant là. Putain, c'était un rêve à réaliser quand même. Oui, Edoui Plenel ce soir, oui. Oui. Edoui Plenel ce soir, pour de vrai. Hein. Et d'ailleurs, je vais vous demander. Putain, j'ai pas pris mon cahier, évidemment. Ah bah, il est là. Il est derrière, il est par terre. Voilà. Mon cahier, ma petite trousse. Je vais pouvoir prendre des notes. Parce que c'est plus pratique, n'empêche, le cahier que d'ouvrir des fichiers. Des fichiers texte, machin, quand tu dois en même temps réaliser l'émission via Streamlabs. Ok, très bien, on est pas mal. On va demander à Edoui s'il a des noms. Bah il aura pas de nom, il a pas eu le temps de bosser là-dessus. De toute façon c'est pas lui qui fait les enquêtes, hein, depuis longtemps. Edoui ce héros. Hello Toto Couperin. Edoui va annoncer qu'il est candidat à la présidentielle. Putain. Non mais qu'est-ce qu'on se marre quand même. Qu'est-ce qu'on se marre avec ce gouvernement déjà. J'ai envie de vous passer des petits extraits de Chalençon, moi. Parce que du coup, je devais monter le OLG. Et je me suis évidemment passionné pour ce personnage, Chalençon, que je connaissais pas du tout. Alors pour ceux qui n'ont rien compris, qui n'ont rien suivi, mais ça m'étonnerait que vous ayez rien suivi quand même. Bon, il y a M6 qui a sorti, je crois que c'était vendredi ou samedi, des images de restos clandestins ou je sais pas quoi. Et les gens, ils ont reconnu le chef Machin le Roi, ils ont reconnu l'autre là, Pierre-Jean Chalençon. Et Pierre-Jean Chalençon, ils l'ont reconnu parce que... donc moi, je me suis renseigné. Attendez, j'ai des archives, je suis allé chercher des archives. Chalençon... Bon, vous le connaissez maintenant, c'est celui qui ressemble à Polnareff, hein, mais il a pas toujours ressemblé à Polnareff, par contre, il a toujours été gogol. Et ça fait plaisir. Regardez, j'ai trouvé des archives. Enfin, j'ai pas non plus cherché des plombes, j'avais mon OLG à monter. Mais j'ai trouvé des archives rigolotes. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais quand même remercier les gens qu'on sub, comme ça je reprends en marche la subrie, tout ça. Mais j'ai pas coupé la musique. Ah non, c'est juste qu'il y a un petit break. Je reprends en marche la subrie. Alors, non mais je vous gâte la Edoui Plenel quand même ce soir. Qu'est-ce que t'as fait, mémé? Qu'est-ce que tu joues avec quoi? Non, c'est bon, elle joue avec rien. Parce qu'elle adore prendre un rouleau de PQ et elle arrive au milieu de mon salon avec le rouleau de PQ, elle le défonce et ça fait plein de petits trucs de rouleau de PQ. Donc je suis obligé de le mettre bien en hauteur dans les toilettes parce que ma porte elle ferme pas de ouf. Enfin voilà, anecdote de fou quoi. Ça c'est pas un problème que j'aurais si j'habitais au Palais Vivienne, ça c'est sûr. Merci un Kidam, donc c'était il y a 2 heures, merci, salut Zuldi, petite Nausicaa, bien sûr, merci Psychonaute qui dit... T'as eu des accents d'Edoui dans les dernières phrases de ce OLG. Oui, c'est ce que m'a dit Rémi à ce moment-là et je lui ai dit oh fais chier, elle est bonne, on la garde. Merci Sawan, merci Sawa tout simplement. Shawa même pardon. Merci John Fluo. Ah c'est drôle, il y a un jeu de mots avec John Fluo, j'ai compris. Stan Mimi, merci ou Mimic. Stan Mimic, pardon. Merci Donne la patate, donne la papate, pas la patate, donne la papate. Et voilà, et en fait vendredi... Ah oui non mais vendredi j'étais en mode... Allez Non c'était pas vendredi, je crois que c'était jeudi, je sais plus. Allez vas-y, ose, demande-lui, ça se trouve il sera chaud. Parce que moi je déprime aussi. Je déprime, mais pas personnellement, mais... Enfin si, parce que déjà bon le confinement, le machin, moi je vais pas dans
Moi, je vais pas bouffer au Palais Vivienne, tu vois, donc du coup, j'ai un quotidien que pas beaucoup plus intéressant que le vôtre. Peut-être même moins, j'en sais rien. Mais bon. Non, c'est surtout au niveau politique, quoi. En ce moment, c'est vraiment la déprime, quoi. Merci, Paradoxismique. C'est pour ça que cette histoire de Chalençon, moi, ça me fait marrer. Je sais plus qui j'ai vu tweeter. Je sais plus il comparait ça. Qui a fait ce tweet? Qui a comparé ça au scandale de Stavisky? Je sais plus, mais enfin c'est arrivé que des histoires de scandales comme ça éclaboussent la République et soit à ça d'avoir carrément raison de la République ou au moins raison d'un gouvernement. Merci Jules prend la moitié de l'argent de Bezos et achète Bourdin. Antixril. Pourquoi Bourdin? Merci Novichok aussi. À ce point la déprime. Non mais politiquement c'est dur de trouver des trucs motivants ces derniers temps quoi. Alors là, la haine des riches, ça me motive. Bon, mais ce jour-là, j'étais plutôt en mode comme ça, tu vois, un peu. Et je me suis dit, comment il fait, Edoui, depuis toutes ces années? Parce qu'on a un point commun pour le coup, c'est qu'on vient du même courant politique. On est même passé par le même parti politique dans notre jeunesse. C'est pas la même époque, évidemment, mais du coup, on a une matrice idéologique qui est pas très très éloignée, je pense. Et nous, c'est le camp qui perd toujours, quoi. Donc, moi, c'est ça les questions qui m'intéressent, c'est comment, et c'est ça que je vais lui demander aussi ce soir, comment on fait pour perdre toujours toute sa vie, quoi. Pour arriver au max, à un peu gêner de temps en temps le pouvoir, mais continuer à se faire rouler dessus en permanence. Merci Flaemos. On perd tout le temps. Oui, c'était Cowboy Bebop, c'est toujours Cowboy Bebop d'ailleurs derrière. Voilà, on perd tout le temps. Et comment garder la niaque, comment expliquer l'époque en ce moment, là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. En vrai, ça s'explique de ouf, ces soirées de Chalençon, car la haute bourgeoisie se sert de ces soirées repas privés pour développer leur réseau, leur influence, etc. Pour moi, ce qui se passe chez Chalençon, c'est pas la haute bourgeoisie. C'est plutôt des parvenus, des nouveaux riches, des jet-setters, des politiques. Mais les politiques, c'est des parvenus aussi. Merci XRIZ64X. Merci, on est trop dans ma tête, qui me dit courage. On finira par les avoir, ben j'espère bien. C'est pas ça la haute bourgeoisie. La haute bourgeoisie, ils iraient pas dans un endroit aussi vulgaire, je pense. Parce que c'est quand même bien vulgaire. Donc Chalençon, des parvenus, c'est des nouveaux riches. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont le capital économique des riches, mais qui n'ont pas les bonnes manières de la bourgeoisie. Et ça, c'est typiquement ça, quoi. Merci Captain Escobar. Victor Serge disait de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Salutations bolchevique, putain. Il m'a matrixé bolchevique. Mais oui, bah c'est ça, c'est ce courant-là. Moi, je voudrais que Edoui nous parle de Daniel Ben Saïd aussi, voilà. Arriver à perdre sans perdre de sa superbe. Pour que tu puisses aussi aller dans des restos clandestins avec l'argent des abonnés. Merci Vuldaroc. Je suis sûr qu'il y en a à Lyon, hein. C'est obligé, il y a un petit milieu lyonnais. Et je suis sûr qu'il y a des commissaires qui vont là-dedans, avec des journalistes, avec des machins, mais moi je suis pas invité comme d'habitude. Merci Arnoscope aussi. Mais non, on est d'accord, c'est des nouveaux riches. Merci Bibi42. Charançon là, putain, à chaque fois j'ai envie de l'appeler Charançon, mais Charançon, vous savez, c'est des cafards. Donc c'est pas Charançon, c'est Chalençon. C'est à 20h, Edoui. C'est Chalençon. Oui, des bars, tu vois, des bars pour Usul, ça sera très bien, moi. J'ai pas besoin de caviar avec des truffes. Là. Et qu'est-ce que je disais? Oui, c'est des nouveaux riches. Ses parents, voilà, dès que je commence l'anecdote, merci Jacques Minol, vous m'interrompez en permanence. Merci Jacques Minol, merci aussi à Sanglier de Cornouailles. En tout cas, si t'es invité, oublie pas la caméra. Bah oui. Bah oui. Moi, je livre beaucoup de soirées sushi privées avec des commandes à 400 boules. Faut être nombreux quand même pour s'éclater le bide pour 400 boules dans un sushi. Un petit kebab clandestin. Peut-être qu'on devrait vraiment les laisser après les avoir chassés, histoire que la qualification de parvenu soit plus kiffante. Ah, comme ça, ah oui, on les chasse et faudrait qu'ils soient parvenus après, quoi.
Merci 10MI3. Je fais ce que je peux pour essayer de comprendre vos blagues, là, vous voyez que je suis concentré. Hein. Je suis très concentré, merci. Ankulaïs, dirons-nous. T'as la forme? Bah ouais, ça va, j'ai à peu près la forme. Merci Chris64 qui dit... Poutou au-dessus des douilles, mais hâte de voir le live ce soir quand même. On va pas parler des mêmes choses de toute façon, on va pas parler des mêmes choses du tout. C'est pas de toute façon, c'est pas du tout le même personnage et l'idée c'était pas de faire de la concurrence, c'était plutôt de faire durer le happening, de dire regardez, il y a une gauchosphère sur Twitch, on est là, on représente, on a des gros invités quoi. Ouais, il a eu Poutou, mais on peut continuer le train de la hype en fait. Voilà, on continue le train de la hype. Merci Tony R.R. Un abonnement pour toi camarade et tu comptes parler du rapport de la politique au pouvoir avec les autistes ou les handicapés et vivre aux à Luxembourg. J'y connais rien moi sur le truc des autistes et des handicapés j'avoue. Donc je sais pas si je vais en parler alors que j'y connais rien, c'est toujours compliqué de parler de ce qu'on connaît pas, vous avez vu Lordon quand il parle de séries médicales. Il se fait rattraper par le col. Est-ce que tu inviteras Clémentine Autain? Ah, je fais un stream avec Frio le 1er mai. Mais pas sur cette chaîne-là, je suis invité par l'UNEF, je crois. L'UNEF Marseille. Vous voyez, on dit l'UNEF, c'est des SOSDEM, machin. Bah, ils se font un petit truc avec Frio et moi. Bah, courage tout le monde, me dit Electrix. Merci Electrix et merci Opal Pao. Mélenchon, ce serait le clou du train de la hype. Peut-être des meufs quand même, hein. Donc voilà. Et Jean-Luc, tu l'invites ou pas finalement? Je repousse Jean-Luc, je repousse. On n'aurait pas la même discussion, je pense qu'on peut avoir plus une vraie discussion avec Edoui qu'avec Jean-Luc. Jean-Luc il a un truc à nous vendre, hein, c'est sa candidature, donc on pourra pas faire un entretien aussi sympa. Mais bon. Anne Hidalgo, très bonne suggestion de ce journaliste du Monde dans le chat. C'est pas un peu ironique de te voir sur une plateforme symbole du capitalisme outrancier? Tu m'as bien eu le diplomate. J'y ai jamais pensé. Ah bah oui, tiens. Merde, bah je vais couper la chaîne, moi. Partez tous, hein. Partez tous, il a mis le doigt sur mes contradictions. Et en fait, c'est ça, je suis percé à jour. C'est ironique. Moi, j'aime bien les gens de droite qui arrivent, font alors, ça se dit... En fait, c'est ça, ils disent, ça se dit du côté de la justice, mais en fait, c'est faux. En fait, ils sont tellement persuadés que tout le monde est pourri, a le fond de l'âme pourri comme eux, qu'ils n'arrivent pas à imaginer qu'il y ait des gens qui croient vraiment à ce qu'ils disent, quand bien même ils auraient quelques contradictions, mais qu'ils soient pas des hypocrites, tu vois. Moi je crois vraiment à ce que je dis, j'ai pas besoin de louvoyer ou de je sais pas quoi. Ça se trouve il est de gauche. Bah s'il est de gauche, il a dit une connerie quand même, hein. C'était quand même idiot, hein. De toute façon, c'était quand même idiot. C'est ça, il a mis le doigt sur mes contradictions. T'es de gauche, mais voilà, tu portes des baskets. T'as un smartphone. Je trouve pas la chaîne de l'UNEF. Non, mais je tweeterai dessus en temps voulu. Je tweeterai dessus en temps voulu. Merci. Fablation. Ah ouais, Fablation, pas mal. Tu penses quoi de la candidature de Anastasie? Bah oui, j'ai vu ça. Je crois que c'est un coup de pression, hein, parce que vous avez compris, si vous avez suivi le live de Poutou, qui avait... Mais tu as pas répondu sur le fond quand même. Salaud. Mais tu te fous de ma gueule, Garus 6? T'es venu juste. Écoute, moi j'aime bien, je sais plus, c'est quand je regarde les lives de Maudit. Maudit, elle a pas de... ça la fait pas rigoler, tu vois. Elle se vénère direct. Fait, bah, qu'est-ce que t'as, toi, tu dégages, espèce de connard, vous me faites chier. C'est quoi ces questions? Et voilà, tu vois, c'est peut-être ça qu'il faudrait que je fasse plutôt que le prendre à la rigolote, parce qu'après les gens prennent la confiance et ils reviennent avec leurs questions de merde. Je préfère Maudit. Bon, bah, très joli train de la hype, merci à vous. Remercier surtout le capitalisme, évidemment, hein. Parce que sans le capitalisme, je ferais pas grand-chose, bien entendu. Ouais, Maudit est très forte pour ça. Elle est très très forte pour ça. C'est dur la vie de gauche. Non, c'est pas dur la vie de gauche. Enfin, on va en reparler ce soir d'ailleurs. Est-ce que c'est plus dur la vie de gauche plutôt que d'être de droite, de s'en battre les couilles et d'aller dans les petits restos, hein, avec Chalençon. Chalençon, Pierre-Jean Chalençon. Découvrons ensemble un petit peu plus sur Pierre-Jean Chalençon. Nous sommes en 1900... Non, nous sommes en 2002. Nous sommes en 2002. Et nous sommes donc sur le site... Nous sommes donc sur le compte YouTube de l'ENA.
Pierre-Jean Chalençon qui est avec nous. Si vous aimez Napoléon, c'est simple, un conseil, allez vous installer chez Pierre-Jean Chalençon, vous aurez l'impression de vivre avec Napoléon tous les jours. Regardez. On commence la visite du château extraordinaire, château impérial, avec une tapisserie des Gobelins offerte par Napoléon au maréchal Berthier en 1812. C'est superbe, c'est d'une qualité extraordinaire. Là, vous avez le buste du patron, parce que pour moi, c'est le patron. Bon, voilà quoi. Non, on va pas tout regarder. On va pas tout regarder, mais c'est un peu marrant. Merci, Rigop. T'es de gauche, mais tu donnes de l'argent à Jeff Bezos? Bah ouais. C'est comme ça, je suis percé à jour. En fait, j'étais hypocrite tout ce temps. Je fais style que je suis de gauche. Ah oui, alors, bah si, ils disent ça, leur discours c'est ça. En fait, on fait style qu'on est de gauche pour se donner une espèce de hauteur morale, alors qu'en fait, on est des jouisseurs comme tout le monde, et on a l'âme noire et pourrie et égoïste qu'ils ont eux-mêmes. Mais ils n'arrivent pas à comprendre, c'est du sociocentrisme aussi. Hein. C'est-à-dire, toi, t'es un petit bâtard, tes parents, c'était des gros bâtards, tu sais, qui votaient à droite, qui ont mis de côté, qui t'ont payé des études de bâtard, par exemple. Et du coup, tu te dis, mais non, mais... Bon, nous, on est des bâtards, mais tout le monde doit être des bâtards. En fait, c'est la nature humaine d'être un gros bâtard. D'ailleurs, je suis de droite parce que, voilà, c'est normal. C'est la loi naturelle, vu je connais la nature humaine, au fond, on est tous des gros bâtards. Et donc, quand tu vois des gens de gauche qui sont là à dire, ça serait peut-être bien d'être un peu moins des bâtards, quand même. Vous voyez, tu vois, c'est pas ouf. Ils disent, ah, vous êtes des hypocrites, vous êtes des bâtards comme nous. Vous êtes aussi pourris que moi. Non, non et non. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que je le ressens. Mais c'est ça. Donc non, nulle hypocrisie. Ici. Ça empêche pas que je peux être un bâtard sur des trucs. C'est possible, hein. Mais par contre, quand je crois à ce que je dis, si tu veux. Quand je dis des trucs. Belle imitation du bâtard. Après, tu peux être de gauche et misanthrope. Tu peux aimer l'homme... oui, parce que tu peux détester l'homme tel que la société l'a fait. C'est-à-dire, l'homo capitalistus, c'est vrai qu'il est pas formidable, quoi. On a vu mieux. Merci La Révolution des Chats. Et merci Mouguche. Vous savez, les usurpateurs de gauche. Et ça peut te rendre... Quand t'as l'impression que l'homme n'est pas à la hauteur de son humanité, et que tu crois pourtant à l'humanité, mais tu peux détester les hommes. C'est ça, être un misanthrope de gauche. Et je peux le comprendre, ça je peux le comprendre. Après, moi je suis comme Chalençon, moi j'aime les gens. À chaque fois que j'arrive ici, je touche toujours la tête de Napoléon, c'est un signe de ralliement peut-être. J'ai la chance d'avoir l'une des toutes premières lettres connues de Napoléon Bonaparte. Bon, on va arrêter là. Mais non, mais vous avez vu le passage là? C'est Sylvain Chazot. Je vous l'ai mis de côté parce que c'est le grand déballage. Attendez, hop, Pierre-Jean Chalençon. Vous l'avez vu tout ça là? Quel honneur! Je suis très heureux, Pierre-Jean, que tu nous aies invité, ma communauté et moi, dans ton palais. Dans son palais? Le mec, il a un palais, mais dégommez-moi ça, quoi. Dégommez-moi ça, cramez-moi ce palais. Ou faites-en un truc qui sert à quelque chose, quoi. Regardez-moi ça. Alors, Salon. Et on va faire découvrir, et puis ça fait un peu de revenus, parce que on n'est malheureusement pas aidé, on n'est pas à la régie Renault ni Air France. Hein. Bah oui, mais comment on fait pour faire partie de ce club très privé? Eh bien, il va falloir nous contacter Pierre-Jean Chalençon, enfin le Palais Vivienne. Donc là, il explique, avant l'affaire, avant de faire une salle de shoot. Ouais, faut lui nationaliser sa race. Mais d'ailleurs, Pierre-Jean Chalençon a dit qu'il donnerait toute sa collection à l'État. Donc j'attends de voir, mais a priori, pourquoi pas. Ça fera des recettes. On va tout vendre. On va tout donner aux Chinois, juste pour énerver les fans de Napoléon, qui seront là, oh, ça part en Chine, hein, ça part en Chine. Oui, bah attends, t'as rien vu. T'en bats les couilles. C'est des vieilleries idolâtres de... moi, ça me paraît pas le mec qui collectionnerait des trucs du Troisième Reich. Oui, bah que ça parte en Chine, tu vois. Bon, bah, Napoléon, oui, ok, c'est un peu plus raffiné. Et encore. Les nazis avaient très bon goût sur plein de choses. Donc, là, il est en train d'expliquer qu'il va monter un club privé, alors même qu'on est en plein lockdown, couvre-feu à 19h, etc. quoi.
L'adresse du Palais Vivienne, vous tapez sur internet Palais Vivienne et vous aurez tout le mode d'inscription. Mais enfin, ça sera quelques euros pour s'inscrire. Mais je veux surtout des gens de toute obédience, de tout âge, je veux du melting pot. C'est vrai que tu t'es entretenu avec le gouvernement, avec une ministre notamment, concernant la crise sanitaire et les personnes qui ne sont pas salariées. Oui, parce que tu sais, j'ai beaucoup d'amis au gouvernement. Et là, c'est génial, parce que là, il part en roue libre. Il part en roue libre total. En fait, le mec, il adore se la péter. Ça se sent. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'amis au gouvernement, et là, il va tout balancer tout le monde. Il va lancer tous les noms de tous ses potes. Comme un gros débile. C'est vraiment le pote gênant, quoi. Le pote gênant qui est pris dans la main dans le pot de confiture, c'est super honteux. Et tout le monde est là, non, mais je le connais pas si bien que ça, moi, non, j'étais pas vraiment ami avec lui, c'est pas vrai. Et lui, il est là, il écrit sous les posts Instagram de tout le monde pour faire « Ah, mon ami ! Ah, lui, je le connais très bien, c'est mon ami !» Il écrit partout, il fait « Super, excellente soirée, mon ami !» Il se prend en photo tout le temps. Mais une angoisse, ce mec, une angoisse. Et en plus, je suis sûr qu'il est sympa. C'est-à-dire, ça se trouve, un jour, je vais me retrouver... je sais pas où, enfin faudrait que non, je vais pas dans les endroits comme lui, mais bon, imaginons que je le croise et qu'il me connaisse, c'est très improbable, mais imaginons, tu vois, c'est le genre de gars, tu l'as à peine rencontré, qui t'a mis le bras autour du cou, qui prend un selfie avec toi, qui est super content d'être là, ouais, tu fais quoi, enfin, je pense que je l'intéresserai pas avant qu'il sache que je suis sur Mediapart, mais dans les médias, tu vois, voilà, il adore les célébrités, il adore la politique, machin. Et il adore la politique, surtout les gens de droite et d'extrême droite, hein, évidemment. Parce que bon, on le voit pas beaucoup avec des gens de gauche. Hein. Le seul mec vaguement de gauche avec qui on l'a vu en photo, c'est Arnaud Montebourg. C'est dire si Arnaud Montebourg est de gauche. Bon, enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Alors, par contre, Dieudonné, Le Pen, Philippot, ça y va, ça y a pas de souci. Mais alors étonnamment, j'ai pas vu Nathalie Arthaud, j'ai pas vu Olivier Besancenot, j'ai pas vu Philippe Poutou, j'ai vu personne. Mais j'ai même pas vu Mélenchon. Donc le gars, il aime tout le monde, voilà, il aime tout le monde. C'est super. Et il t'affiche en fait, il t'affiche comme une grosse merde, c'est super gênant, et après c'est toi qu'on va venir emmerder parce qu'il a fait n'importe quoi. Et il va te poucave en plus. Je crois que j'ai 4 ou 5 copains ministres. J'ai 4 ou 5 copains ministres. Hommes ou femmes. Qui je connais bien Jean-Baptiste Lemoyne, qui est un copain, Riester, que j'adore, Franck Riester, Roselyne Bachelot, c'est une personne que je connais depuis quand même quelques années maintenant, que j'apprécie énormément. Et puis j'ai pas mal d'amis dans les ministères, en poste de communication, chez notre ami Attal. D'ailleurs, il doit venir dîner prochainement, notre ami Attal. Il doit venir dîner prochainement. Il donne les noms comme ça. C'est quoi ce reportage? C'est une chaîne YouTube en toute intimité. C'est la chaîne YouTube de ce mec qui s'appelle Sam Zira. Je ne le connaissais pas avant de... Ouais, il doit faire des interviews de people en toute intimité. Et ce mec-là, c'est quand même un peu un people. Non, je sais pas qui il fait d'habitude. On s'en fout un peu, tu me diras, mais je regarde par curiosité. Pour savoir qui c'est, ce Sam Zira. Sam Zira, les révélations du YouTuber. Ah, ils vendent un bouquin apparemment. Que pour devenir qui je suis. Eh ben, ça a l'air d'être bien de la merde. Angèle... Ah ouais, mais c'est... Oh là, c'est des Angèles de télé-réalité, ça, c'est pas la chanteuse, ça. Ah ouais, donc il est star de télé-réalité, machin, tout ça, voilà. Et puis on enchaîne avec, évidemment, Pierre-Jean Chalençon, le champion. Le champion. Le mec balance tous les noms, mais c'est ça. Mais c'est énorme. Ah ouais, j'imaginais Juan Branco jubiler. Ah, il devait jubiler. A raison. Oui, c'est un genre de Jérôme Star, voilà, je crois que c'est à peu près ça le délire. C'est-à-dire télé-réalité à fond et quelques petites stars de temps en temps. Donc voilà où on en est, le mec poucave tout le monde. Alors ils étaient en sueur hier, ils ont éteint leur site internet, lui et le soi-disant cuisinier des stars, qui a été le cuisinier de Johnny, je sais pas quoi. Et là, ça, voilà. Bon alors, oui, moi j'attends la suite, hein. Parce que c'est quand même trop drôle, quoi. C'est quand même trop drôle. C'est ça, là, il y a même pas besoin de Juan Branco, le truc tombe tout seul, quoi. C'est génial. C'est génial. Bon. Je suis étonné que Branco ait pas fait un giga thread. Bah, va vérifier, parce que moi, je crois qu'il l'a fait, le thread. Je crois qu'il l'a fait. Ah là là. Bon. T'as vu les photos de la nourriture? Oui, mais ça m'intéresse moins.
Ça m'intéresse moins. Mais en tout cas, c'est très nouveau riche, c'est très parvenu, c'est très truc de starlet, quoi, Et c'est pour ça, je dis, le niveau aussi de nos élites de merde, de LREM, qu'est-ce qui reste de la bonne vieille bourgeoisie d'antan qui avait un peu de classe, de distinction et de retenue? Le charme discret de la bourgeoisie, il est où? On est énergumène, là, Napoléon... soirée de jet set, ils bouffent des trucs dégueulasses, ils foutent des truffes dessus. En fait, ils veulent pas manger des trucs bons, ils veulent manger des trucs chers. Parce qu'on n'a pas l'élite qu'on mérite. Hein. On n'a pas l'élite qu'on mérite. C'est terrible. D'ailleurs, c'est ça le fond de Juan Branco. Pardon. Le fond de Juan Branco, ce qui l'emmerde, c'est que lui, il les connaît ces gens-là. Et quelque part, il préférait que ce soit des gens comme lui. Qui ont une espèce de haute idée du peuple, qui ait fait le NS, quoi. Tu vois? Il préférait que ce soit des gens comme lui, l'élite, pas des dégénérés comme on a là, et donc il part sur la dégénérescence, avec un discours un peu complètement réac, sur le fait que leur mœurs sexuelles reflèteraient une dégénérescence. C'est là où il est dangereux, Branco. Merci, Douera One. C'est là où il est limite. Mais moi, vous savez, j'ai une hypothèse. Hein. Moi, je pense que les bourgeois sont jamais meilleurs. Parce que bon, prenons-les pour ce qu'ils sont. C'est une classe dirigeante. Une classe dirigeante, faut qu'elle sache diriger. C'est ce qu'on lui demande, quand même. Merci, Guy Marèche. Alors, quand on arrive à l'après-guerre, c'est une classe dirigeante dont on a écrémé le pu. C'est-à-dire un certain nombre de collabos, on les a dégagés, machin. La classe dirigeante était largement corrompue dans la collaboration. Il n'y aurait pas eu de collaboration s'il n'y avait pas la bourgeoisie qui était tout à fait disposée à accueillir le régime de Pétain. Voilà. Il y en a qui poussaient d'ailleurs en arrière-cuisine pour que ça monte. Un peu comme maintenant, ils finançaient des médias antisémites, machin. Alors aujourd'hui, c'est pas antisémite, mais ils finançaient les médias réactionnaires. Voilà, la bourgeoisie était prête, elle était mûre pour le régime de Vichy. Et puis les accidents de l'histoire font que de temps en temps, ça prend pas. Merci, gros. Et au sortir de la Libération, c'est la partie de la bourgeoisie un peu digne, qui se faisait une certaine idée de la France. Pardon, Rototo. Merci pour le taf, merci Myril. C'est la bourgeoisie les gaullistes, quoi. Voilà, il restait les gaullistes. Et puis, fallait qu'ils composent avec les communistes. Et donc, du coup, ils se sont tenus tranquilles pendant un certain temps. Et surtout, ils avaient une certaine gravité historique. Et puis des anticorps, tout ça, ça nous avait laissé des anticorps face notamment aux tentations fascistes qui agitent toujours la bourgeoisie. Systématiquement. Regardez ce Chalençon qui sait pas, tu vois, qui voit pas le problème, il prend des photos, cette légèreté inconséquente de la bourgeoisie. Tu vois, on voit pas la différence, on peut prendre des photos avec Le Pen, on peut prendre des photos avec Dieudonné, avec Philippot, c'est rien. Moi j'aime tout le monde, vous savez. Oh, fasciste, vous exagérez tout de suite les grands mots. Voilà, ils sont comme ça. Et on retrouve cette bourgeoisie inconséquente aujourd'hui. Avec des gens, oui, comme Attal, comme Schiappa, comme ces gens comme ça, qui sont des gens uniquement guidés. C'est ça aussi, des vrais petits bourgeois uniquement guidés par leur petit intérêt, leur petit pouvoir, qui ont perdu tout sens de l'histoire, qui ont perdu aussi le sens de... Oui, ils sont beaufs. Ils ont perdu... Regardez, ils sont allés en école de commerce. Un de ses grands potes à lui, là, à Chalençon, c'est Riester. Bam, école de commerce. Chalençon, vous savez où il est allé? En école de commerce. Tout ça, c'est de la racaille. Moi, je vous le dis. Et donc, du coup, ces gens-là qui n'ont plus aucun sens de l'histoire, qui touchent plus terre, qui se rendent compte de rien. Le problème, c'est que là, ils sont en roue libre. Ils ont plus la gauche de gouvernement pour les piquer un petit peu, pour leur dire vous êtes pas tout seul, vous faites pas tout seul. Donc ils sont dans une espèce d'arrogance et ça te donne Macron au final. Ça te donne cet abruti de Macron qui n'a plus de la culture et du savoir que des apparences, du vernis, un petit peu de culture pour faire bien, des grands airs. Voilà, tout ce qu'il a gardé, c'est des grands airs. Et derrière ça, y a rien, ça réfléchit pas, ça comprend rien, ça touche pas terre. Voilà ce qu'on a comme bourgeoisie, voilà ce qu'on a comme classe dirigeante. Une classe dirigeante qui ne sait plus diriger. Et c'est parce qu'elle ne sait plus diriger qu'elle nous dirige vers le fascisme. Ah bah oui, parce que nous mener à la baguette, tout ça... le fascisme, c'est plus simple pour ça.
Alors que s'il faut faire vraiment de la politique, s'il faut faire des compromis, s'ils sont talonnés par une gauche qui les emmerde un peu, qui leur fait peur, qui a le pouvoir de temps en temps, qu'en fait quelque chose, voilà, pas comme le PS, hein, évidemment, elle sait plus diriger. Donc elle nous dirige comme des brutes, pendant que, voilà, ça non plus ils se rendent pas compte. Je sais plus où j'ai lu cette phrase, de la loi... ce qu'ils veulent, eux, en fait, c'est une loi qui les protège, eux, mais qui les contraigne pas. Par contre, ils veulent que ça contraigne le peuple, mais que ça les protège pas. Vous voyez ce qu'ils veulent comme loi ? Bah, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà, nous, on est contraints et on n'est pas protégés. Eux, ils sont protégés, ils sont bien, et ils sont si peu contraints. Si peu. Donc, ils sont détestables. Donc, ça va dégénérer. Je sais pas comment. Mais ça peut pas rester comme ça. Parce que là, c'est une pente... c'est-à-dire la pente de la bêtise et de l'arrogance. Enfin bref. Il donne d'autres noms après. Tu veux qu'on continue un peu ? On peut continuer un peu, hein, parce qu'il est quand même extraordinaire. Moi c'est mon coup de cœur. Hein. Moi, je le connaissais pas, mais c'est vraiment mon coup de cœur. Que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai pas mal de copains au Sénat, et puis à l'Assemblée nationale, puisque un de mes meilleurs amis est Florian Bachelier, qui est quand même le premier questeur de l'Assemblée nationale, qui est en marche. Donc, vous voyez, tu sais, moi, j'aime tout le monde. Hein. Bon, la personne qui m'a envoyé ses vœux cette année, c'est Robert Hue. Pierre-Jean Chalençon, Robert Hue, c'est assez... Eh ben si, Robert Hue, ancien président, le premier secrétaire du Parti communiste. Cédric Villani, Rachida Dati, Patrick Ollier. Ta référence communiste, c'est Robert Hue, putain, merde. Mais Robert Hue, on l'a perdu depuis longtemps, Robert Hue. C'est pas une référence, ça, mon gars. Bon, ok, il est pote avec Robert Hue, mais Robert Hue, on savait que c'était un social traître. Voilà, bah Robert Hue et Arnaud Montebourg. Merci Victor Dos Santos. Coucou Usul, je viens d'arriver. Ravi de voir que tu parles de l'eau de truffe. Non mais c'est ça, voilà. Bourgeoisie bling bling, la bourgeoisie qui fout des truffes sur des trucs pour bouffer un truc cher. Voilà, c'est ça, ils veulent bouffer des trucs chers plutôt que des trucs bons. On a tout perdu, on a même perdu une bourgeoisie digne. On a pu avoir à un moment quand elle avait un peu peur, faut lui faire peur de temps en temps. Sauf que quand elle a peur, bah soit elle coopère un peu, soit elle se raidit, et là elle nous balance vers l'extrême droite directement. Robert Hue. Désolé, c'est pas le FC Bienveillance ici. Hein. Pardon, c'est peut-être bizarre. Je vais de Paris, non, je suis à Lyon, moi. Merci Elsa Trigon, qui dit merci. Bah non, c'est moi qui dis merci. Pourquoi on parle de ce type-là ? Ah non, je vais pas recommencer depuis le début. Hein. Non, puis sinon après ça nous donne aussi des gens qui sont sans foi ni loi. Tu vois, quand je disais sur les gens de droite qui sont des gros bâtards et qui s'imaginent que tout le monde c'est des gros bâtards. Prendre un autre exemple de gens sans foi ni loi comme ça. Capables de dire tout et n'importe quoi. Marlène Schiappa. Voilà. J'ai vu une parodie, vous l'avez vu la parodie de Marlène Schiappa, je vous l'ai mise de côté pour plus tard. Il y a quelqu'un qui a fait une parodie de Marlène Schiappa qui est très drôle. Quelle est l'orientation politique de cette chaîne ? Neutre, essentiellement neutre. Essentiellement neutre, mais quand même du côté du bon sens et du pragmatisme. Il y en a qui ont vu la parodie de Marlène Schiappa ? Non, je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont pas vu. Il y en a plein qui l'ont pas vu. Alors je vais la mettre, c'est un mec avec une perruque, voilà, je vous l'ai mis de côté. Attendez, il y a la vidéo en entier ici. Il y en a qui disent que c'est sexiste et misogyne, mais c'est quand même un peu drôle. C'est-à-dire, il se moque. C'est comme moi quand je fais la voix de Marlène Schiappa, voilà, Charlène Niappa. C'est comme moi quand je fais la voix de Marlène Schiappa, il y en a qui disent c'est sexiste, mais faut bien imiter Marlène Schiappa, quoi. Si je devais faire Arlette Chabot, je ferais la voix d'Arlette Chabot, etc. Ou Roselyne Bachelot. Mais alors lui, on tend un peu à droite ici, oui. Très bien, je vous souhaite une très bonne soirée, madame. Au revoir, merci. Cellule Covid, vaccine-toi toi-même et siège de l'égalité entre les femmes et les hommes. En quoi puis-je vous être égal ? D'accord, donc vous avez des doutes vis-à-vis du vaccin, je comprends. Très bien, tout d'abord, puis-je vous demander si vous êtes une femme ou un homme et si oui, pourquoi ? Donc, ma mission en tant que membre du gouvernement Macron est d'engager une lutte Pardonnez-moi, excusez-moi, je n'ai pas terminé mon propos, si vous voulez bien me laisser le terminer afin que je puisse le terminer. D'engager une lutte anti-méfiance des Français vis-à-vis du vaccin Pfizer, Thierry Mugler, BioNTech, Subdecom, toutsanticovid.gouv. Et encore une fois, tous les membres, encore une fois, du gouvernement, encore une fois, sont impliqués. Jean-Michel Blanquer ouvre les fenêtres dans les écoles et moi, je reste au téléphone.
Oui, bonjour, Chloroquine du Mhm. 69 à l'appareil. Je vous appelle parce que j'ai vu que le Covid, c'était une invention de Bill Gates pour nous installer une batterie 5G et mettre la base virale VPS de Windows 10 à jour. D'accord. Voilà, bon, il est bon, il y en a qui ont dit c'est malaise, il y en a qui ont dit c'est clairement sexiste, il y en a qui disent c'est parfait, ça dépend. Le match est tendu dans le chat. Le match est tendu, on va faire un sondage. C'est malaise, c'est sexiste, c'est grave sexiste. En même temps, si t'imites une meuf, je suis désolé, tu fais ses gestes, quoi. Enfin, si t'imites une meuf, ah merde, si t'imites qui que ce soit. Il se trouve que Marlène Schiappa est très féminine, c'est vrai. Marlène Schiappa est très féminine, donc t'es obligé de reprendre un peu ces traits-là si tu veux l'imiter, quoi. C'est vrai que moi j'évite de faire du Schiappa bashing, trop. Mais non, mais c'est une bonne parodie, le truc de attendez, je n'ai pas fini mon propos. Parce que ça, c'est 100% Schiappa, quoi. Et c'est pas le. Voilà, en fait, il se moque pas du fait qu'elle soit une femme. Il reprend ses tics et ses machins, mais ses blagues tournent pas sur le fait qu'elle se fait les ongles, par exemple. Enfin, c'est ça un peu la nuance aussi. Alors, c'est drôle ou pas? Voilà, je vais vous demander, c'est drôle ou pas? Drôle, pas drôle, voilà, il y a que deux choix. Drôle, pas drôle. Je veux bien votre avis, mais moi, ça m'a un peu fait rire. Un petit peu. Je trouvais que. Bah, surtout, je trouve que. Moi, j'aime bien les imitations, et je trouve qu'il a une bonne imitation. Parce que l'imitation, c'est pas seulement le timbre, c'est aussi le reprendre des tics, etc. Moi, je trouve qu'il y a un travail d'imitation. C'est pas juste je mets une perruque et je fais la meuf, quoi. Je trouve, mais bon, ça engage que moi. On n'a pas l'entièreté de la parodie, bah vous irez la voir, l'entièreté de la parodie, ça dure 3 minutes 22, c'est vraiment une petite capsule à la broute. Pour l'instant, ça a que 2600 vues, C'est-à-dire qu'on est à peu près autant dans le chat que de gens dans le monde qui ont vu ce truc-là. Donc, petite exclu. C'est drôle et sexiste, il y en a qui tranchent comme ça. Se travestir, c'est pas être transphobe. Bah oui, non, sinon, et le clip de... Et le clip de Freddie Mercury, I Want to Break Free. C'est-à-dire, si dès qu'on se déguise, c'est transphobe, non. Puis en plus, là, ça se moque pas d'une personne trans, ça se moque d'une membre du gouvernement. Voilà. Et donc, il s'appelle Artou. Il en a fait une de Villani aussi. De Villani. Elle est où celle de Villani? Putain, je vais pas la retrouver. Et en fait, il n'y a pas grand monde qui suit sa chaîne. Et je trouve que pareil, il y a un peu l'imitation. Et donc il y a un peu l'imitation de Villani, je trouve. Écoutez. Monsieur, madame, vous avez fait un choix et je vous en remercie. C'est un choix logique dans la grande tradition des mathématiques. Et grâce à vous, je suis aujourd'hui député de la France qui marche, ce qui vient s'ajouter à mes nombreux diplômes, puisque j'ai été également diplômé de la médaille Fields 2001, 2002 et 2024. Je suis également... Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, et s'il n'y a pas beaucoup de public, c'est peut-être que c'est naze. Ah bah là, c'est de l'anti-autisme, ah bah voilà. Ah bah voilà, fatalement. On dit de la mathématique. Bah là, c'est moins malaise, parce qu'il n'y a pas le côté perruque où il fait une femme. Voilà un mec qui a fait le NS. Oui. Mais Villani, c'est pas le pire. Villani, il est à l'ouest, mais il est pas. C'est pas la pire. C'est pas la pire raclure, quoi. Villani, c'est un mec qui était pas fait pour le monde politique. Gabriel Attal et Marlène Schiappa, ils sont faits pour ce monde politique de requins et de fourbes et de gens hypocrites et de gens qui disent n'importe quoi, tout son contraire. Voilà. Là, Villani, il était pas prêt, quoi. D'ailleurs, il s'est fait niquer, quand même. Mais personne dit la mathématique. Ah bon. Villani, il est fait pour le monde politique, mais seulement du monde scientifique. Je comprends rien. Ah, tu veux dire le monde politique du monde scientifique, genre diriger un institut de recherche. Oui, c'est peut-être ça que tu veux dire. Salaud. Mais il est neurotypique, Villani? J'en sais rien du tout. Merci, MacTavish15. C'est vous qui êtes parti sur l'autisme directement. Villani, il est dans la sauce avec Chalençon, on a les photos. Oui, j'ai vu ça aussi. La mathématique, c'est comme la Covid. Villani va devenir streamer. Et du coup, si on parle de transphobie, de quoi? La seule féministe qui veut bien bosser pour l'abject Darmanin, c'est Goldé pour le Gouv.
Mais j'en sais rien, moi, si les trucs sont sexistes ou pas sexistes, c'est la société qui détermine ça. Ça dépend comment c'est pris, y a pas, les trucs sont pas intrinsèquement, ça dépend du contexte, ça dépend des gens qui le font, dans quel esprit ils le font, etc. Puis c'est le premier concerné de trouver que c'est blessant ou pas. Moi, c'est pas moi qui vais décréter ça passe, ça passe pas. Je peux dire comment moi je l'ai reçu et comment moi je l'ai compris, mais ça se trouve j'ai mal compris et j'ai mal reçu. Hein. Ça se trouve il y a des trucs qui m'ont échappé. Ça c'est fort probable aussi. Mais vous êtes à l'ouest, c'est sexiste et c'est moqueur gratuitement. Quel est l'intérêt? Il n'y a même pas de propos à part se moquer, c'est vraiment pas ouf. Ça m'étonne que tu ne trouves pas la première vidéo sexiste. Chat de mec. Mais voilà, bah voilà, je suis disposé à entendre ça. Moi, c'était l'imitation, moi, que j'aimais bien. Mais je suis disposé à entendre que je peux me planter et sous-estimer ces trucs-là. En effet, je suis un mec et c'est un chat de mec. En effet, il y a eu plus de 70%. Mais de toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour décréter des trucs, quoi. L'imitation is ok, les propos très très bof pour le coup. Oh non, son côté bon élève avec le ministère de machin, et puis avec le président Emmanuel Macron, c'est le côté bon élève de Marlène Schiappa qui déroule sa com. Ça c'est pas sexiste en soi. À quand des meufs qui imitent des mecs? Bah, Florence Forestier faisait des persos de mecs. Y en a. Fait un vote non mixte. C'est un peu compliqué. Bon. On n'était pas parti là-dessus, on était parti sur Chalençon. Et surtout pour préparer la soirée de ce soir. Parce qu'il est déjà 15h39. Et donc il faut préparer l'interview de ce soir. Qu'est-ce qui vous intéresserait comme axe? Donc ce soir je reçois Edoui Plenel du coup sur Twitch à 20h. Et je me demandais, moi j'ai des pistes, hein, moi j'ai des questions, mais je noterais bien les vôtres pour éviter que ce soit, parce que je pense que je vais un peu trop être dans la discussion pour pouvoir éventuellement rebondir sur le chat et tout. C'est quand même assez compliqué de devoir gérer et une discussion avec une personne qui te demande quand même un peu d'attention, et de gérer en plus les questions qui viennent du chat, etc. Alors même si des fois ça arrive qu'on me fasse, alors c'était... un Google Doc à côté de gens qui prennent les questions pour moi. Et c'est très aimable. Mais voilà, attendez, c'était qui la dernière fois qui m'avait fait ça? C'était Monsieur R, voilà, qui avait fait ça la dernière fois. C'était très aimable, mais là, on peut même aller un peu avant, parce que moi, ça peut même orienter comment je vais diriger l'entretien vers quoi. Mais pourquoi tu m'attaques? Non, elle voulait grimper. Vous voulez voir Mémé? Oh putain, j'ai pas allumé le... Bah ouais, c'est moins bien éclairé si j'allume pas, là. Regardez Mémé, elle est bien éclairée ou pas? Hop. Voilà. Je pense qu'elle est bien éclairée. Tiens, bien sûr, voilà, reste sur les genoux à ce moment-là. Tu restes sur les genoux, voilà, tu te frottes. Bon, revenons sur Edoui. Non, tu te mets pas sur mon cahier parce que j'allais écrire sur le cahier. Voilà, bon, au pire. Voilà, sinon tu te mets là, les gens ils te voient. Bon, oui, mais à chaque fois ils tournent le dos. Reprenons, puis je remets mon micro au bon endroit aussi. Alors. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a des gens dans le chat qui disent, merci GoGoCap, qui me disent ça dans le chat. Zagaunman, qui me dit, c'est une interview sur Plenel lui-même ou sur la gauche et sur l'idéologie? Oui, non, on va pas passer en revue la carrière d'Edoui Plenel, qui est longue, qui est intéressante sans doute, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de profiter de sa longue expérience et de son regard un petit peu sur l'histoire, pour comprendre les enjeux contemporains. Donc oui, c'est vrai. Non, pas Edoui perceuse, pas de blague sur les moustaches, hein. C'est bon, putain, vous avez quel âge? Blague sur les moustaches, quoi. Que pensez-vous de l'imitation perceuse? Quand pourra-t-on ouvrir les articles du site dans l'appli mobile? Ah oui, c'est vrai que ça c'est un problème, ça arrive. Il y a une appli mobile en fait, mais quand t'es sur Twitter et que tu cliques sur l'article, il te l'ouvre dans le navigateur et c'est chiant parce que du coup t'es pas identifié des fois dans le navigateur, t'es identifié dans ton appli mobile. Mais bon, on va pas faire ça. Ça peut pas être la question qu'on va lui poser. Mais donc en gros des questions, ouais voilà, il y a quelqu'un qui, donc tu disais des questions sur la gauche, machin. Donc oui, ça serait intéressant. C'est quoi la gauche? Qu'est-ce qu'il en reste?
Qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que la gauche peut mourir, par exemple? Est-ce qu'il y a de gauche irréconciliable? Parce que je pense qu'on va parler aussi de... On n'est pas très nombreux non plus à attaquer les bourgeois sur l'islamophobie, etc. On n'est pas très nombreux, donc je pense que ça aussi, le caractère particulier de ce discours-là, que nous, on peut porter d'autant plus facilement que on s'en prend moins plein la gueule. J'avais vu un portrait dans Street Press de David Guiraud. Vous voyez, David Guiraud, c'est le mec qui... je vais vous le montrer si vous voyez pas qui c'est. David Guiraud. De toute façon, il doit avoir fait des extraits de lui. Il arrête pas de publier des petits extraits de lui. C'est un des orateurs de la France Insoumise. Voilà, je vous le montre. Tac. Voilà, c'est lui, David Guiraud. Donc il y a un article. En effet, sur Street Press, il y a un portrait. David Guiraud, le punchliner de la France Insoumise. Il a une chaîne Twitch sur laquelle il joue à des jeux. Moi, hier, il faisait du Skyrim, j'ai vu. Tiens, il parle du même sujet que moi dans le OLG. S'il y en a qui ont vu le OLG, tiens, on va l'écouter. Qu'est-ce qu'il dit sur le boycott du vote de Castex jeudi dernier? C'était le sujet du OLG. Quelle image on renvoie quand on déserte le débat non, Alors, il va sur tous les plateaux. Hein. CNews, LCI, BFM. Et évidemment, il est toujours entouré de 4 gens de droite. Hein. C'est toujours très représentatif, ce genre de plateau. Il va sur les plateaux de bourgeois, donc c'est entouré de bourgeois. C'est pas les parlementaires aujourd'hui qui ont déserté le débat. C'est Emmanuel Macron, je suis désolé. Il faut se rendre compte qu'on est un des rares pays au monde où le Parlement, l'Assemblée nationale, qui plus est une Assemblée nationale qui, dans nos textes juridiques à nous, est censée faire la loi, ne fait pas la loi, ne discute pas la loi et se retrouve à être une chambre d'enregistrement de décision d'un président de la République qui soumet ses décisions à quoi? À lui-même. À tel point qu'aujourd'hui, il y a certains de ses proches qui estiment qu'il est épidémiologiste. Vous savez, je crois que les scientifiques, eux, ils ont une qualité, c'est l'humilité. Hein. Et eux, ils ont aussi une autre qualité, les scientifiques, c'est qu'ils soumettent constamment leurs décisions au choix de leurs pairs, c'est-à-dire au choix de leurs collègues. À chaque fois qu'il y a une publication scientifique, elle est validée par d'autres scientifiques. Emmanuel Macron, aujourd'hui, moi, je vous le dis, est à la tête d'une espèce de secte de gens complètement illuminés par l'idée qu'il aurait, qui serait bon en sciences ou qui se serait improvisé scientifique, ce qui n'est pas vrai. Il s'en prend même aux médecins et au personnel de santé. Donc en fait, on est dans une situation, on est gouverné par quoi? Je ne sais pas, un gourou peut-être, mais effectivement, les parlementaires, toutes tendances confondues, donc pensez pas que c'est un jeu d'une organisation ou d'une autre, toutes tendances confondues. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les gens ne veulent pas être des pots de fleurs, qui sont là pour apporter des propositions, et que nous, la France Insoumise, on a fait 11 propositions de loi, on a fait plusieurs plans de déconfinement, on a proposé la planification, etc. On a proposé la société par rotation. Nous n'avons jamais été entendus, donc il est normal qu'au bout d'un moment, on ne veuille pas être des pots de fleurs. Bon, les pots de fleurs, il est parti sur les pots de fleurs, mais enfin il est au taquet sur l'islamophobie, il dit les termes, il dit beaucoup les termes sur les questions de racisme, etc. Et je pense que, ouais, en tant que blanc, on a quand même une petite responsabilité particulière parce qu'on nous attaque moins, quoi. C'est simple, vous avez bien vu l'exemple le plus probant, c'était ce qui est arrivé là sur l'histoire des réunions non mixtes, avec Laura Adler, quand même une meuf qui pèse, hein, une bonne bourgeoise, de gauche, qui est installée dans le paysage médiatique depuis longtemps, notamment France Culture, depuis des dizaines d'années, et Laura Adler a défendu le principe de non-mixité. Il n'y a pas eu de scandale de ouf. Mais alors, si c'est Mélanie Luce, et en plus, après, Audrey Pulvar, là, elles s'en prennent plein la gueule. Donc, est-ce que ça donne pas une responsabilité parce qu'on sait très bien ce qu'il y a derrière ce genre de débat, que ce soit sur la non-mixité, la laïcité, ou je sais pas quoi. Il s'agit juste de faire la chasse aux gens qui dénoncent le racisme, et aux gens qui subissent le racisme, en les empêchant de formuler ce qu'ils ont à formuler. Non, Mémé, t'es sur le cahier, là. Mémé. Pas sur le cahier. Voilà, 2 poids, 2 mesures. Ah non, la couleur, ça compte. Hein. La couleur, ça compte. Hein. Mais évidemment, ils voient pas les couleurs, mais enfin, ils ont bien vu que Rachel Kahn, c'était bien pratique, par exemple. Ah là, Rachel Kahn, elle est invitée. Vous avez vu, Rachel Kahn, tous les plateaux, tous les jours, elle vient faire la promo de son bouquin rincé, là. Mais ils voient pas les couleurs, ces gens-là. Y a aucun, c'est une coïncidence si c'est elle qu'ils invitent pour faire ça tout le temps. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, oui. Est-ce que y a quelqu'un dans le chat qui demandait est-ce qu'il faut en avoir peur
Est-ce qu'il faut avoir peur là, de ce virage d'extrême droite, etc. Est-ce que des gens qui sont exposés, comme la rédaction de Mediapart tout en entier d'ailleurs, on ne devrait pas avoir un petit peu peur de ce qui se passe? Comment on gère ça? Est-ce qu'il a déjà ressenti ça en France, à ce moment-là? Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc ça, je l'ai noté. Retour critique sur l'interview de Macron. Oh, ça m'intéresse moins, ça. Moi, ça m'intéresse moins. L'interview Macron avec... Attends, lequel? Pendant la présidentielle ou celui après avec Bourdin? Enfin, dans les deux cas, ça m'intéresse moins. Est-ce qu'il le referait? Ouais. Je peux demander, hein. Mais ça sert à rien, les gens. De toute façon, on sait très bien ce qui s'est passé. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que Macron, comme je disais, il n'a aucune consistance intellectuelle. Du coup, c'est une anguille. Il dit tout et n'importe quoi. Il est à Mediapart, il dit des trucs. Donc, il est insaisissable. C'est une anguille. Voilà, il est dans Valeurs Actuelles, il dit d'autres trucs, etc. Donc bon, voilà, c'était peut-être pas... peut-être qu'il fallait pas l'inviter, c'est possible aussi. Après, si vous vous souvenez, avant la présidentielle, du coup, ils l'ont invité, mais les journalistes de Mediapart se sont succédés avec tous leurs spécialités. Voilà, le journaliste du service social, le journaliste du service machin, qui sont enchaînés pour essayer de le prendre à défaut, avec des chiffres, avec des faits. Mais ça ne sert à rien. En fait, c'est ça. Quand je termine mon épisode d'OLG sur le fait que il s'agirait de remettre peut-être un petit peu de raison dans le débat public et une certaine forme de sagesse, mais c'est exactement ça. Faudrait que la raison ait un peu de prise sur ces gens-là. David Guiraud dit, voilà, c'est peut-être un gourou. Café Framboise qui dit, je serais curieux de savoir l'avis d'Edoui sur la défense envers la presse. Bon, ça je sais... Ça, je sais, c'est que... Ouais, bon, oui, on peut demander, oui, ouais. C'est un peu vague, mais ouais. Pourquoi l'affaire du livre de l'abject Darmanin? Ah, ça, c'est intéressant. Avec les passages antisémites, n'est pas plus sorti dans les médias et n'a pas créé plus de vagues que ça dans la société. Ça en va de même pour toutes les histoires qui sont sorties ces derniers temps, qui n'emmènent pas de démission en masse du gouvernement. C'est ça, il y a un truc de la... Ah oui, tiens, ah bah voilà, tiens. Hop. Reprise par reprise. Parce qu'on est très dépendant de ça à Mediapart. On sort des trucs. Enfin, ils sortent des trucs, parce que moi je sors pas grand chose. Ils sortent des trucs. Et derrière, la grosse question, c'est est-ce que les médias vont suivre? Et on avait vu, par exemple, De Rugy. Les médias ont suivi, mais pourquoi? Mais grâce à vous. Grâce aux gens qui, sur les réseaux, ont fait un scandale pendant des semaines. Enfin, pendant des jours et des jours. Et on fait tourner les photos. Et ça, c'est facile à appréhender. Des photos, c'est scandaleux, machin. Je pense que c'est pour ça qu'elle est géniale cette affaire avec Chalençon, les bourgeois là. Il faut qu'il y ait des ministres dans le truc, quoi. Il faut qu'il y ait des ministres là-bas parce que ça, les gens comprennent direct, sont indignés direct. Alors que si on leur raconte des affaires de commission, de rétrocommission, ils vont pas demander justice de la même manière. Et du coup, il y aura moins de reprises, beaucoup moins de reprises. Est-ce qu'il vaut mieux pas sortir des choses simples? Mais est-ce que y a pas une limite, c'est la démagogie? C'est de monter en épingle des trucs qui sont moins graves. Aujourd'hui, Mediapart a sorti une histoire de contrat de vente d'armes avec l'Inde, et il y a la boîte à Dassault aussi dedans, Dassault Systèmes. Et moi, j'ai même pas lu l'article encore, d'ailleurs. Même moi, j'ai pas cliqué. Et ils étaient là en mode scandale d'État qui a été étouffé, alors qu'en Inde, ça bouge parce qu'il y a un ministre qui demande des comptes à Maudit, etc. Et chez nous, tout le monde est encore sur le foie gras. Tout le monde est encore sur les truffes, les assiettes, voilà, ça c'est plus facile à appréhender, reprise par reprise, jusqu'où faire des trucs simples. Faut-il indigner? Est-ce qu'il y a une responsabilité? Est-ce que trop indigné, c'est pas bien non plus? Ça c'est une bonne piste, pardon, j'ai beaucoup de retard sur le chat parce que je prends les questions en entier là et je pense à voix haute. Puisque l'extrême droite a imposé ses sujets, comment faire en sorte que la gauche puisse imposer les siens? Bah vous voyez, le problème c'est qu'on dépend de ça, on dépend des reprises. On dépend aussi du ramdam que vont faire les gens derrière avec les sujets qu'on sort. Et s'il n'y a pas de reprise, sur BFM TV ce matin, j'ai regardé un petit peu, ça a très peu parlé de l'affaire du restaurant. Et pour cause, j'ai vu qu'il y avait... je sais plus quel éditorialiste à BFM qui était allé bouffer là-bas. Et d'ailleurs, on sait que Marc-Olivier Fogiel s'est fait choper aussi dans un restaurant par le Canard Enchaîné, patron de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel maintenant. Et je crois que j'ai vu que le nom de Bruce Toussaint aussi était sorti à la ZOB, je sais pas trop comment. Bon là, j'ai rien de très sûr, mais enfin bref, on comprend que BFM TV relaie pas de ouf, quoi. L'extrait de Guiraud sur les réunions non mixtes est épique. Oui, c'est vrai.
Guiraud sur les réunions non mixtes, il était très bien. Ouais. Alors, vous savez, le slogan, la dernière fois, le slogan de Mediapart pour la présidentielle, c'était « Rien ne se passera comme prévu ». Et là, le slogan, cette fois-ci, c'est « Tout est possible, même le meilleur ». Ils ont toujours le sens de la formule, ça c'est pas mal. Peut-être qu'il fallait pas faire barrage. Parce que je vois dans le chat Berbère Vénère qui dit comment on peut contrer la possible mur électorale qu'on va se prendre dans la gueule en 2022. C'est qui l'invité ce soir? C'est Edoui Plenel. Est-ce qu'une rédaction doit avoir une ligne politique? Oui. De toute façon, une rédaction... en fait, elle en a forcément une. Par ce dont elle parle, ce dont elle parle pas, comment elle hiérarchise l'information. C'est forcément déjà une ligne politique. Donc autant assumer et en avoir une claire. Plutôt que de faire croire qu'on est neutre. Bon, ça c'est l'éternel débat. Ça, c'est l'éternel débat. Est-ce que les chaînes télévisées de service public servent vraiment l'unité publique quand on voit des émissions Darmanin-Le Pen? Oui, alors est-ce qu'il y a un affaissement? Est-ce qu'il y a un affaissement particulier du champ médiatique, y compris jusque dans le service public? Et comment faut l'analyser? Je reformule vos questions. Un affaissement idéologique, moral, je ne sais pas comment dire. Du champ médiatique, y compris. Je trouve que, y compris sur le service public. Je trouve que même Le Monde et Libération s'en sortent mieux que le service public. À part, mais bon, je l'ai déjà dit ici, à part ces politiques. Ces politiques qui restent une émission de bonne tenue. Il y a souvent des trous du cul, mais c'est pour la parité, quoi. C'est pour qu'il y ait un peu de pluralisme. Question pour Edoui Plenel. Comment est gérée l'intégration au sein de Mediapart, que ce soit pour les questions d'oppression et d'accessibilité? Il y a des impératifs qui l'empêchent, notamment en période d'épidémie. C'est pas très intéressant, ça, par rapport au sujet. En fait, le sujet, vraiment, c'est la gauche, c'est l'époque. Il me faut un truc sur la gauche, l'époque, l'histoire, voilà, la France, la bourgeoisie, etc. La presse, évidemment, éventuellement, le paysage idéologique. Donc c'est vrai que les trucs de tambouille interne de Mediapart, c'est quand même moins intéressant, d'autant plus que, bon, c'est des trucs auxquels il répond souvent. J'ai fini 10 ans d'action directe de Jean-Marc Rouillant. Ah bah là déjà on est peut-être un peu plus dans le thème. Et Plenel prend quelques charges dedans parce qu'à l'époque il écrivait vraiment des trucs à leur propos. Ça m'intéresse grave d'avoir son regard d'aujourd'hui sur ce mouvement et sa position avec du recul, notamment la gauche révolutionnaire qui n'hésite pas à utiliser l'action directe violente. Ah ok, bon, ok. Peut-être pas parler d'action directe parce que je connais pas le dossier, je me suis pas penché précisément dessus, mais parler de l'action violente. Est-ce qu'on risque de basculer dans une période de violence et si oui, on fait quoi? Est-ce que c'est une question à repenser? On sait que dans les années 70, en Italie, en France, en Allemagne, ça nous a pas franchement réussi. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de prison, il y a des gens qui se sont fait tuer, etc. Et on a perdu. Mais la période est peut-être pas la même. Et si nous choisissons le meilleur, me dit Super Dharma, c'est quoi le meilleur? Oui, de toute façon, on va lui demander son avis sur les insoumis, sur l'union de la gauche, ça c'est évident, hein. Ça c'était évident. C'est quoi le meilleur? Ça me paraît bien. C'est quoi le meilleur? Les insoumis, les Mélenchon? Je sais plus avec qui on se disait, c'est sûr, il y a des vieux bails entre Mélenchon et Edoui, et on sait pas c'est quoi exactement les vieux bails. Moi j'avais supposé que Mélenchon en voulait à Edoui Plenel. De toute façon Mélenchon c'est quand même un mec qui est quand même super rancunier et un peu parano. Et ça m'étonnerait pas qu'il en veuille à Edoui des années où Edoui tapait sur Mitterrand. Et Mélenchon était en mode c'était quand même la gauche, fallait pas taper dessus comme ça. Je pense qu'il y a un peu de ça chez Mélenchon et c'est peut-être pour ça qu'il lui en veut pas, qu'il lui en veut encore. Mais bon, ça c'est des petites histoires de popote, hein, de tambouille, puis c'est des parcours de vie, c'est des histoires individuelles, c'est de l'interpersonnel. Donc c'est peut-être moins intéressant. Comment il fait pour pas se sentir découragé? Voilà, c'est ça que je veux. Comment on tient? Pourquoi Mediapart semble être relativement isolé par rapport aux autres rédactions? Ils sont rarement défendus par leur père quand ils sont attaqués par les politiques.
Oui, mais ça encore, on rentre dans la petite tambouille, c'est moins... Ouais, l'enquête de Mediapart sur les militaires d'extrême droite a pas été non plus masse reprise, quoi. Qu'est-ce qui l'a intéressé dans le format Usul Host pour les engager à faire un 15 minutes chaque semaine? Je suis rentré à Mediapart, c'est pas grâce à Edoui Plenel, hein. Je pense que c'est grâce à Donatien Huet. Et Edoui, je pense qu'il m'a découvert quand je suis arrivé. Monsieur Plenel, est-ce que vous pouvez dire j'aime la France? Ah, c'est marrant comme question. C'est un peu troll. Ça fait peut-être un peu cliché comme phrase, mais on peut vraiment parler de déconnexion avec la réalité. De quoi tu parles? Après corruption, ça suffit, il y a 6 ans, avec la participation de Scarpinato, où on en est de la corruption, notamment au niveau politique, aujourd'hui en France ou en Europe. Ouais, une question sur la corruption. Est-ce que la corruption fait système? Juan Branco, il dit hein, que c'est pas la corruption, machin, ils sont la corruption, je sais plus ce qu'il dit. Mais est-ce que ça fait système? À l'ère des médiocres, est-ce que tout le monde est achetable? Cher Plenel, la droite est de plus en plus en guerre contre le réel et contre les faits. Est-ce que cela mitige l'impact du journalisme d'investigation ou on doit changer son orientation? Ouais. Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Voilà. Est-ce que ça sert encore à quelque chose, le réel? Ouais. Il va nous dire que oui, hein, il va nous dire qu'il y a des ministres qui tombent. Oui, mais le système, il reste. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose, ces enquêtes? Ils ont l'air de résister à l'épreuve de la vérité. Post-vérité, comme on dit. Faut crever l'abcès avec Mélenchon, pourquoi tant de haine? Quel est le fond du problème? Bah je te l'ai dit, moi c'est ma piste. Est-ce qu'il y a une stratégie éditoriale pour toucher un public plus large? Bon écoute, il s'en sort pas si mal quand même. Quand même. On a chaque année là, ça fait plusieurs années qu'on bat les records d'abonnés. Là, on n'a jamais eu autant d'abonnés, ça baisse pas. Donc bon, l'affaire des ventes de la vente de Rafale, ça avait l'air énorme. Bah oui, je sais, mais j'ai pas lu. Faudrait que je le lise pour ce soir quand même. Pourquoi la validation des comptes de campagne frauduleux par le Conseil constitutionnel? Oh là là, non mais ça c'est très spécifique, c'est un peu vague, mais comment garder espoir aujourd'hui quand on est jeune et qu'on voit le paysage politique actuel? C'est pas vraiment facile quand chaque jour de nouvelles affaires sortent. Ouais. Tu feras le Bourdin malin quand Chalençon fera un pathétique mea culpa sur son plateau. Je sais pas s'il ira à Bourdin, je suis pas sûr qu'il ait les épaules. Jules, tu peux pas lire le chat, mais je lis le chat. Dassault Aviation, pas Dassault Système, ok. Évoquer les critiques du Diplo à son encontre lorsqu'il était au Directoire du Monde. Plus critique de l'investigation, CF, l'article de Pierre Péan dans le Diplo en septembre, publié après sa mort. Non mais ça pareil, on est dans les petites histoires, les trucs Plenel, Pierre Péan. Déjà ça intéresse que les vieux, parce qu'il y en a qui savent même pas à mon avis dans ce chat qui est Pierre Péan. Essayons de penser en termes de trucs intéressants, quoi. Pas les petites histoires, pas les petits ragots, on va pas lui demander alors Edoui, tu penses quoi de Denis Robert, machin. Hein, essayons d'élever le débat s'il vous plaît, c'est pour ça que je viens vous voir. Ah, le printemps républicain. Les pratiques sur les réseaux, leur présence. Ça, c'est pas mal. Un petit truc sur le printemps républicain. C'est le signe de quoi? C'est le signe de quoi, le printemps républicain? Est-ce que la société française était si fragile que ce truc-là a fini par germer au moindre... C'est parce que le printemps républicain, c'est né après des attentats, hein. Non, moi j'aimerais bien aussi le faire parler du combat décolonial, etc. Ces questions-là, pourquoi elles engagent pourquoi c'est pas des questions communautaires, mais dans quelle mesure elles engagent notre commune humanité, plutôt? Question pleine, son retour sur les événements sur Le Monde et Science et Avenir. Qu'est-ce qui s'est passé sur Science et Avenir? Mediapart, un journal fragile, dans le sens où tous les médias et politiques lui tombent dessus à la moindre erreur, la campagne médiatique serait terrible, est-ce que ça l'empêche de dormir la nuit? Oh, il y a de toute façon, mais il y a un truc qui répète et qui dit aux journalistes, c'est soyez clean, quoi. Vous pouvez pas
pouvez pas exiger, je pense que les comptes de Mediapart, tu les épluches, il n'y a rien qui dépasse, machin, tout ça. Donc, s'ils veulent attaquer, il va falloir qu'ils mentent, quoi. La question du politique et de la démocratie dans les sociétés du spectacle, ouais. Évolution du métier et du recrutement des journalistes sur les 30 dernières années. Après corruption, ça suffit, il y a 6 ans. Ah, bah j'ai relu 2 fois ta question parce que je suis très en retard sur le chat, mais je défile, je lis tout. La majorité des chaînes en continu sont à droite. Mediapart a pas mal de contenu vidéo aujourd'hui pour alimenter une chaîne. Ah, ouais. Est-ce qu'il faut pas frapper plus fort? Est-ce qu'il faut pas aller plus vers les grands médias, quoi? Est-ce qu'il faut pas être plus présent? Salaud. Quitte à faire des partenariats, avoir un moment, lancer une chaîne sur la TNT, oui. Bon, ça va être compliqué quand même, mais ouais. Être plus dans les grands médias. Salaud. C'est vrai que la télé reste structurante dans le champ politique, dans le champ médiatique. Bruce Toussaint, quoi Bruce Toussaint? Ah, je devais... Oh putain, j'ai tellement de retard. Bon, attendez, je vais rattraper un peu. Déjà, je vais remercier les salauds. Salauds. Les journalistes de BFM qui mangeaient dans des restos, mais c'est vieux tout ça. Ah. En fait, c'est vos questions qui sont vieilles parce que j'avance pas, moi. Son avis sur les problèmes de représentation de concepts de philosophie politique de la gauche type communiste, par exemple, qui ne suscitent plus autant d'affects positifs au plus grand nombre qu'auparavant. Tiens, bah oui, je vais lui poser une question sur les problématiques du truc de Lordon, là. Figure du communisme. Est-ce que le communisme, c'est encore un rêve? Voilà, c'est des questions comme ça que je veux. Puis après, il faut que je me mette ça un petit peu plus au propre, quand même. Toussaint, il a laissé traîner son carton d'invitation. Bon. Est-ce qu'il faut encore essayer de convaincre les petits bourgeois lecteurs de Mediapart que Macron est méchant, ou plutôt tenter de radicaliser, structurer, unifier notre camp? Alors là, ça c'est le rôle des partis politiques, hein, c'est pas le rôle des journaux. Chacun a sa place, chacun a son boulot. Le rapport à la science de la gauche d'aujourd'hui, quelle défiance vis-à-vis de la science quand c'est en lien avec des entités officielles, par exemple sur le nucléaire civil, enfin je suis pas sûr que ce soit pour Edoui. Bah alors pourquoi tu demandes, Tartiraclette? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais le truc des restos, c'est encore une réaction à des trucs de droite. Ça parlait d'imposer les sujets de la gauche, justice sociale. Ah, moi, je trouve que le truc des restos, ça permet d'imposer les sujets de la gauche. Hein. Je trouve que c'est même parfait pour remettre la haine de classe au goût du jour. Moi, je trouve ça merveilleux. Salaud. Ça donne envie de cramer le Fouquet's, et c'est ça qu'on veut. Quels ont été les effets de l'ouverture aux non-abonnés de l'émission à l'air libre? Ouais, mais ça, pareil, c'est de la tambouille interne. Est-ce que ça marche bien, notre format, machin, tout ça, c'est pas très intéressant. C'est quoi la gauche? Racisser le fond de notre pensée est toujours pertinent, ce serait intéressant d'avoir le point de vue. Oui, si tu veux, oui. Oui, c'est simple, mais bon. Mais Jules, on ne pose pas les questions à toi. Non, mais si moi je peux y répondre, ça sert à rien. Moi, je peux vous donner des réponses moi tout seul. Ça sert à rien que j'invite quelqu'un si c'est pour répondre à des questions auxquelles je pourrais répondre tout seul. Moi, je veux des questions auxquelles je pourrais pas répondre tout seul. Question à Edoui. Comment il voit le printemps? Non, ça on l'a déjà lu, mais ça on l'a déjà lu. Que pensez-vous de votre imitation par Usul? Son avis sur les problèmes de représentation des concepts de... Ah merde, j'ai déjà lu. Merci Alsan SR, merci de faire dire à Edoui Mémé 2022, sinon je me désabonne. Merci Marcusio, qui dit hello. Soyez pas gênants ce soir dans le chat, hein. Soyez pas les méga relous. Soyez pas trop relous, quoi. Vous avez le droit aux émoticônes Edoui, d'accord. Est-ce qu'on doit attendre des mises en commun des ressources de Mediapart, du Média et de Blas sur des enquêtes où chacun sa façon de bosser? Oh, bah pareil, ça c'est de la tambouille intermédia. Et je crois qu'entre Edoui et Denis Robert, c'est pas non plus au beau fixe, donc ça me paraît pas aller dans ce sens-là, en tout cas. Le clivage gauche-droite, oui, bon, donc c'est quoi la gauche? Ça rentre dans la même question, hein. C'est quoi la gauche? Clivage gauche-droite, c'est dépassé. Bon, là aussi, bon, là, ok, moi je pourrais répondre, mais je vous ferai pas la même réponse que... D'ailleurs, j'ai déjà essayé de répondre, mais... je ferai pas la même réponse qu'Edoui, je pense. Qu'est-ce qu'il pense de la proposition de Jadot sur le rassemblement de la gauche? Ouais, c'est un peu spécifique, ça. Ils ont buté un patron, Action Directe, non? Oui, je sais plus, c'est eux, oui, je crois. Patron de Renault, de Peugeot, je sais plus, Peugeot.
Est-ce que vous avez vu un changement dans le temps, de la place, de la narration, voire de la dramaturgie dans le journalisme? Ça a l'air de toujours été là. Ouais, c'est très spécifique aussi. On peut parler également de l'info en continu, qui rend tout éphémère, qui nivelle tout au même niveau, de l'agression de Bernard Tapie au scandale de la gestion du Covid. Mais tu vois, ça, si tu le dis déjà, c'est que tu le sais déjà, il n'y a pas besoin de demander à Edoui, hein. On est d'accord. Pouvez-vous citer 5 qualités de Gérald Darmanin? Ouh, ça va être compliqué, ça. Est-ce qu'il faut repenser la frontière entre la gauche et la droite et comment l'analyser? Bon, vous êtes très sur la gauche et la droite. Son avis sur les problèmes de représentation. Mais tu l'as posé combien de fois, Pygmalion 88, ta putain de question? Tiens, je vais faire un petit peu à la maudit. Son avis sur le débat d'hier sur France Q sur l'union de la gauche. Ah bah je l'ai pas écouté, donc je peux pas lui demander son avis. Quel sera l'impact de Bolloré? Ah, ça c'est intéressant. L'impact de Bolloré, c'est un truc qui inquiète. Est-ce qu'on peut résister à ce rouleau compresseur capitaliste qui rachète les médias pour placer des éditorialistes d'extrême droite? Est-ce qu'on peut tenir? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre? Est-ce qu'il y a un plafond de verre pour ce genre d'idéologie? Ou est-ce que ça progresse et ça progresse? Moi, l'impression que j'ai, c'est ça progresse et ça progresse. Hein. D'ailleurs, il y avait un article dans je sais plus, c'était Le Monde aujourd'hui, qui montrait à quel point, en effet, les stratégies de banalisation avaient bien marché, y compris et surtout chez les 25-35 ans. Pour eux, le Front National, le Rassemblement National, c'est un parti un petit peu comme les autres. Ça marche, la dédiabolisation. Tout ça, c'est de la faute d'Abel Mess. Salaud. Je crains la langue de bois de Edoui sur la FI. Bah, on verra. De quelle manière Mediapart et la gauche radicale en général va tirer profit du glissement générationnel vers le numérique? C'est très spécifique aussi, ça c'est pas sa spécialité nécessairement de... Oh, quoique, il a quand même lancé Mediapart en ligne. C'est pas mieux de voter Le Pen pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, plutôt que de risquer Macron une deuxième fois, puis de se retaper Le Pen tout de même? Écoute, la politique c'est sérieux. Tu vois, ça c'est un des trucs que je reprochais à Chalençon, c'est d'être là dans la légèreté et de dire « Oh, bah de toute façon... moi j'aime tout le monde, machin. » Non, la politique c'est grave. La politique c'est grave parce que regarde ce qui se passe là avec... Regarde la courbe du nombre de morts au Brésil. Demande-toi si t'as envie de tenter ça là comme dirigeant. Et encore là, c'est une épidémie. C'est pas un conflit par exemple. C'est pas un conflit... Voilà, c'est ça. C'est donner les clés de l'État à des gens comme ça, des fous furieux. C'est des morts derrière. C'est des morts dans le... Mélenchon. Macron, depuis qu'il est là, il y a 2 fois plus de gens dans la rue. Il y a beaucoup plus de... Donc, est-ce qu'il faut tenter Le Pen? Tenter Le Pen, moi ça me paraît très... Tu vois, je dirais pas ça à la légère. Tenter Le Pen, ça veut dire encore plus de morts dans la Méditerranée, ça veut dire encore plus de morts de froid dans la rue, ça veut dire potentiellement la guerre, potentiellement de plus en plus d'inégalités, etc. Donc je n'aurais pas ta légèreté. Donc je ne poserai pas cette question. Donc voilà, j'ai répondu moi-même. Mélenchon de toute façon déteste les journalistes. Oui, il a déjà traité Mediapart de torchon. Putain, Jean-Luc, quoi. Pensez-vous que Mediapart a joué un rôle lors de la dernière élection présidentielle? Sous-entendu, Mediapart aurait pu soutenir la FI plutôt que Hamon vu les intentions de vote. Tu trouves que Mediapart soutenait Hamon? J'y étais déjà. Hein. Moi, j'ai pas vu un franc soutien de Hamon. Mediapart n'a pas appelé à voter Hamon. C'est pas intéressant, ce serait comme parler de l'OCI et de la Ligue, c'est trop tambouille. Oui, l'OCI et la Ligue, ça serait un peu casse-couille aussi. Non, par contre, resituer un petit peu l'espérance de cette époque-là, l'espérance des années 70, voilà, ça permet d'historiciser aussi les engagements. Pourquoi un jeune homme rentrait là-dedans, avec quel rêve, avec quel combat, etc. Il joue quel perso sur Smash? Oui, ça c'est intéressant. Ça. Conseil de déontologie du journalisme, ouais. Sur un jour une chaîne d'infos à la télé Mediapart, bon ça j'ai noté, putain j'ai tellement de retard. T'as pas besoin d'un stagiaire, Usul? Non, je peux pas prendre de stagiaire, non. J'ai pas assez de boulot, j'aime bien tout faire moi-même en plus. Qui on veut connaître le drama avec JLM. Merci au modo hein, qui banne les relous. Question Edoui, comment il voit le printemps républicain? Putain, Néomas, tu l'as posé plusieurs fois et je suis super en retard. Mais j'essaie de tout lire. Non, on va pas parler New York Mom Avenger, de la querelle des lamblistes et des lambertistes et des pablistes. Pareil, ça me paraît un peu dépassé. M'en fous des questions.
Est-ce que tu pourrais lâcher des gros oui comme Bourdin? Oui, oui. Edoui Plenel, Edoui Plenel. Je le fais pas bien, mais je le fais quand même, je m'en fous. À quand la saison 4 de l'affaire Benalla? Oui, ça c'est pas mal. Question sur les mémoires de l'Algérie, sur le travail de Benjamin Stora. Oui, peut-être qu'on y viendra aussi. Son point de vue sur les nouveaux formats type Blast, le média. Oui, remarque, oui. Est-ce qu'il y a une effervescence? Est-ce que cette effervescence, c'est pas le signe qu'il y a quand même une gauche qui se réveille, qui était absente, qui avait pas de médias, qui avait des ghettos, qui avait des petits endroits nuls dans lesquels elle était qu'entre elle. Et puis là, voilà, Blast lève quand même beaucoup de pognon. Bon, après, est-ce que Blast, c'est gauche-gauche? C'est un peu gauche, mais Denis Robert, c'est pas non plus Lénine, quoi. Donc effervescence à gauche, création de médias, dans la foulée de Mediapart. C'est le signe d'une radicalisation d'une partie des classes moyennes. Est-ce qu'une partie des classes moyennes... ouais. Les classes moyennes qui étaient de gauche, qui votaient gentiment socialistes jusque-là. Sans parler même des gilets jaunes aussi, qui se sont politisés il y a quelques temps et qui ont besoin de médias qui reflètent un peu ce qu'ils pensent. Ok, ça c'est bien. Est-ce que vu le fonctionnement de la presse bourgeoise et la déconnexion des élites qui s'en foutent de ce qui sort dans la presse, ça vaut encore le coup de sortir des enquêtes pour convaincre les petits bourgeois ou tenter d'unifier notre camp radicalement? Mais unifier votre camp radicalement, enfin votre camp, notre camp, pareil, encore une fois, c'est pas tellement notre boulot, quoi. Team chat ou team chien? Qu'est-ce qu'il fait dans la direction de Mediapart pour faire avancer les combats et lesquels? Est-ce qu'il y a des règles de parité en place dans l'organigramme, par exemple, etc. Oui, bien sûr, oui. Mais pareil, ça c'est de la tambouille interne. Ils ont même, Mediapart, ils ont même fait des formations en interne. Ils ont fait venir une intervenante en la personne de Caroline de Haas, pour faire un point sur, voilà, elle a observé des conférences de rédaction, etc. Elle a mesuré le temps de parole des uns, des autres, elle a fait des formations, elle a pris les gens pour leur dire, regardez, vous vous rendez même pas compte, mais machin. Donc oui, c'est un sujet sur lequel ils sont sensibles. D'ailleurs, il y a 2 directeurs de rédaction maintenant en ce moment, il y a des co-rédac-chefs, c'est Stéphane Aliès et Karine Fouteau. Donc c'est un duo paritaire qui est maintenant à la tête de Mediapart. Comment est financé Mediapart? Ça je peux te répondre par les abonnés, point. Qu'est-ce qu'ils pensent des articles de débunkage contre les fake news? Ah oui, tiens, est-ce que ça... Le fact-checking. Le fact-checking, ça sert à quelque chose? Ou non? Il y a des trucs que je peux regrouper entre eux, hein, comme question. Quand allez-vous virer Usul? T'imagines, je la prends en live. Mais tu sais bien que tu n'es pas reconduit. Ah oui? Ah bon? Non, on garde Cotentin, par contre. Que pense-t-il des dissolutions en pagaille, l'UNEF, machin? Ouais, ça on va en parler. Comment vit-il le fait d'avoir servi, présenté comme méchant non-lecteur à la promotion d'un roman en disant des femmes que leur race existe? Car je comprends rien. Car disait-il, elle varie, c'était assez à vous et c'était soumission de Houellebecq. Je ne comprends pas la question. Essayez de quand même écrire correctement. Question à Edoui, faut-il débattre avec l'extrême droite? Est-ce qu'il y aura un Mediapart gadget mensuel? C'est qui Pierre Péan? Voilà, tu vois, et Bibi, voilà, c'est qui Pierre Péan? Donc on s'en fout des affaires Edoui Pierre Péan, quoi. Pensée printemps... La montée de l'extrême droite... oui, bah ça, je pense que c'est lié, hein. Comment faire face? Bah de toute façon, ça va être le cœur de l'entretien. Est-ce qu'il y a des liens avec les médias mainstream pour faire ressurgir et reprendre des luttes? Est-ce qu'on peut espérer une alliance de combat, en quelque sorte, des médias pour sortir de l'inconscient droitard? Bah ça me paraît difficile, mais je vois ce que tu veux dire. Et je trouve qu'il y a des espaces quand même de liberté sur le service public. Il y a des espaces de gauche, il y a des espaces où les gens sont pas tous fumés de la tête, tourner en boucle sur les musulmans toute la journée. Il y a encore des espaces comme ça, je pense à C'est Politique, mais il y a des espaces sur France Culture, il y a des espaces sur France Inter aussi, mais c'est des petits espaces. C'est-à-dire que le service public fonctionne aussi, c'est bien fait, hein, avec le CSA, etc. Et en fait, on nomme quelqu'un à la tête, et c'est rarement un islamo-gauchiste qu'on va nommer à la tête de ces trucs-là. Du coup, on se retrouve toujours un peu avec les mêmes trucs... toujours avec des gens plus ou moins proches du pouvoir, quoi. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont changé le directeur
du service politique de France 2, là, il tourne, là, je sais plus si c'est le directeur du service politique ou pas, mais bon, voilà, ils ont mis un mec qui apparemment échange directement avec Macron en texto, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, c'est pas bien compliqué, le service public. Il suffit de changer la tête. Vous savez, le poisson pourrit toujours par la tête. Le refus du gouvernement et de la droite de considérer le peuple avec bienveillance, qui est une base de la République et de la démocratie, plutôt que comme une menace. Ok, je vois ce que tu veux dire, Federico. Est-ce qu'il a lu Crépuscule, le livre qui fait trembler la Macronie ? Oui. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi il pouvait pas saquer Mitterrand et vice-versa ? Mais Barquette de Lu, il était engagé au service de la vérité. Car la vérité seule est révolutionnaire, hein. C'est de Trotsky, ça. Donc s'il y avait des affaires, le Rainbow Warrior et des trucs comme ça, il poucave. Les affaires des Irlandais de Vincennes, des écoutes de... C'est ça, en fait, le problème, c'est que Mitterrand avait un pouvoir personnel très... personnel, on va dire. Et il écoutait des gens, l'affaire des écoutes, les Irlandais de Vincennes, voilà, on va pas tout refaire, mais c'est ça, à mon avis, le nœud du problème. Question, comment expliquer le si peu de visibilité des Outre-mer dans les médias, malgré de gros dossiers qui concernent toute la nation, chlordécone, absence d'eau en Guadeloupe, Mayotte, qui coule sous la pauvreté, autres facettes d'un post-colonialisme ou problème d'un manque de rentabilité médiatique de ces sujets. Je pense que tu réponds un petit peu tout seul à la question, et t'as bien raison, oui, je pense qu'il y a vraiment de ça, quoi. C'est loin, déjà que les mecs vont pas jusqu'à Poitiers, alors tu penses bien que Pointe-à-Pitre... Les journalistes sont très parisiano-centrés, et puis alors tu penses bien que voilà, des Noirs sur des îles... Je vous avais mis un extrait au tout début du génocide du Rwanda, un journaliste qui avait lancé l'alerte et qui racontait dans un bouquin plus tard que son directeur de rédaction à France 2, je crois, lui disait les Français s'en foutent de Noirs qui meurent dans les... C'est-à-dire que c'est toujours ça, c'est-à-dire les journalistes vont pas dire moi je m'en fous. Ils vont dire les Français s'en foutent et ils vont se cacher derrière ça. Bon, on connaît les mécanismes, de façon d'occultation qui fait qu'on ne parle pas de ces trucs-là. Comment continuer à avoir confiance à notre système politique quand on voit avec la crise sanitaire qu'il n'arrive plus à protéger les plus vulnérables au profit de la sacro-sainte économie ? Ouais, le OLG m'y fait penser quel est son avis sur les mouvements contre les règles sanitaires, genre Philippot, etc. Ouais, bon, ça me paraît pas... Je pense qu'il va dire comme moi... Il y a des questions, des fois on sent que vous avez déjà la réponse en posant déjà la question. Hein. La question coloniale, parce que tu mets décoloniale, mais c'est la question coloniale en fait, ou post-coloniale, est-elle plus taboue que jamais ? Plus taboue ou plus centrale ? Ouais. La question coloniale a retrouvé une forme de centralité dans la vie politique française, hein, moi je trouve. C'est bien formulé, t'as raison, la question coloniale, ouais. Je dis c'est bien formulé, je t'ai tout reformulé. Une centralité dans la vie politique. Ok. Question sur l'influence des débats de société américains sur le débat public en France. Bof. C'est un peu nul, on n'est pas sur CNews. Hein. Comment être actif syndicalement dans les médias ? Bah, je comprends pas la question. En tant que syndicaliste, comment passer dans les médias ? Ou en tant que journaliste, comment se syndiquer alors que tu bosses dans des médias ? Tu vois, c'est un peu vague. Puis ça me paraît pas être au cœur du sujet. On est parti sur un truc plus ambitieux. Question plus ambitieuse. Comment réengager le prolétariat, les racisés et les jeunes dans la gauche et les convaincre de faire gagner la gauche en 2022, entre parenthèses, MDR. Oui, MDR, parce que tu sais que ta question est un peu ambitieuse. Mais bon, elle est trop ambitieuse. Pour le coup, je suis pas sûr qu'Edoui ait les clés de ce truc-là. Comment expliquer qu'un type comme De Rugy tombe pour des repas alors que des ministres qui ont plus de casseroles restent à des postes de premier plan ? Moi, je pense que c'est parce que c'est plus simple à saisir comme problème. Tout le monde capte direct, on a les photos, voilà. Roani Soubois, merci à toi qui dit qu'il sera au taf à 20h, mais trop besoin de voir ce replay, alors tant qu'à faire, bah merci, voilà, comme ça tu l'auras en rentrant. Merci Bobo Gringo pour le Prime aussi. Est-ce que le succès actuel de Mediapart est dû à un effondrement des médias de gauche et où à la qualité du travail fait ? Ouais, on va pas lui demander de se toucher sur le succès de son média, quoi.
Que pense-t-il Puis ni de manquer de confraternité. Moi, vous savez, ici, ça m'arrive de défendre Le Monde, de défendre Libération. Il y a de bons articles dans pas mal de... C'était avec Host qu'on se disait, on dira ce qu'on voudra sur Le Monde, mais les articles ils sont toujours bien, quoi. Ils savent écrire des papiers, ils savent les trier, etc. Quoi. Il y a un standing d'écriture, même si bon, évidemment, hein, là aujourd'hui dans OLG on parlait des obsessions Hidalgo qui sont franchement casse-couilles. Moi j'ai pas envie de pas être confraternel et de pourrir Libé, même si Libé a eu ses... Il y a plein de moments où Libé a merdé, où Libé merde. Mais est-ce que la presse vraiment a besoin qu'on lui tape dessus, sur tout ce qui reste de presse de gauche, quand bien même elle serait pas assez de gauche pour nous? Une question à propos de la capacité de la gauche aujourd'hui à proposer un système économique alternatif à notre monde, sur le fait qu'elle soit toujours sur la défensive face aux réformes néolibérales et donc toujours perdante. Peut-être faire le lien avec le nouveau bouquin de Lordon sur le sujet. Eh ben je l'ai noté déjà ça comme question. En effet, je sais pas qui est Pierre Péan, ça me rassure, ça veut dire que je suis pas si vieille. Bah voilà. Mediapart sur Twitch, oui, je vais lui demander. Mediapart sur Twitch, c'est intéressant. Je vais lui proposer mes prestations, je vais lui donner mes tarifs. Je vais lui dire, je peux aider, si tu veux. Pareil qu'M6 est en train de vendre un canal sur les ondes. Mediapart pourrait prendre ce créneau. Non, c'est Bouygues qui va le prendre d'après les derniers papiers que j'ai lus. Puis je pense pas que ce soit dans les moyens de Mediapart, faut pas exagérer. Les critères qui vont faire passer un dossier révélé par Mediapart par la presse plus mainstream, pourquoi certains sujets ne dépasseront pas la sphère de médias? Ouais. Est-ce qu'il bloque les sujets selon quels critères? Le critère, c'est aussi de ne pas être trop dur avec le pouvoir. Hein. Je pense que c'est aussi ça. Chez les journalistes, c'est aussi pas de vague, quoi. On veut pas se fâcher avec Attal, on veut pas se fâcher avec Jean Castex, parce que l'idée, c'est qu'ils acceptent toujours les interviews et qu'ils nous traitent pas comme ils traitent Mediapart. Voilà. C'est ça, quand t'es à BFM, quand t'es à... Bon, surtout qu'à BFM, pareil, Fogiel, je crois que c'est un proche de, je sais plus, Brigitte Macron ou quoi. Presse mainstream. Faut pas bousculer le pouvoir trop fort. Hein. Moi, j'ai vu la journaliste de BFM TV ce matin sur l'affaire des restaurants. L'avocat de Pierre-Jean Chalençon dit non, c'était une boutade, c'était une blague. Et alors la journaliste, la première, dit bon bah très bien, bah du coup affaire classée alors. C'est bon. Donc ouais, on sent un petit manque de pugnacité quand même. Hein. Ça les arrange bien qu'on classe l'affaire plutôt que d'avoir l'air de mordre les mollets des bourgeois. Non, faut pas qu'ils mordent les mollets des bourgeois. Salaud. Les enquêtes qu'on vous amène, genre Cahuzac, est-ce que c'est pas de la manipulation in fine? Bah, ça dépend si c'est vérifié, etc. C'est la vérité. De toute façon, toutes les enquêtes, dès qu'il y a un tuyau, dès qu'il y a un truc, on peut être manipulable. On est moins manipulable si on prend 3 mois pour enquêter plutôt que si on sort le truc tout de suite. C'est ça la grosse différence. Ah, Sciences et Avenir, rachat par un groupe. Oui, bah ça j'ai vu ça. Oui, non mais ça j'ai vu, Sciences et Avenir. Mais du coup, c'était 2 trucs qui avaient rien à voir. Quelqu'un avait mis Le Monde et Sciences et Avenir dans le même sac. HBK Life, merci à toi, qui dit une question sur les limites du journalisme, peut-être un journalisme qui fait bien son taf, qui dénonce, mais dont les dénonciations ne produisent que trop rarement d'effets. Ouais, bon, c'est pareil, ça tourne un peu autour des trucs qu'on a déjà lus. Ah tiens, on va lui demander ça à la fin. Quel livre il conseille? Quel livre? Pour pas perdre espoir. Très bien. Edoui Plenel, le communisme, c'était un rêve à réaliser. Merci Lanisseas pour cette question. Merci Palmir Zoldik pour ton abonnement de niveau 1. C'est quoi sa journée type? On s'en fout. C'est quoi sa morning routine pendant que t'y es? Y a-t-il une nouvelle génération? Ah oui, tiens, ça c'est bien le truc de la rupture générationnelle. Est-ce qu'il la ressent aussi, la rupture générationnelle, à gauche? Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. C'est bien, c'est que moi je vous donne des bons points, des mauvais points. Pourquoi ce clivage gauche bien et droite mal n'a plus de sens aujourd'hui et surtout dessert complètement les luttes? Ça n'engage que toi, c'est pas une question, ça c'est ton point de vue, ça c'est ton opinion personnelle qu'on dessert les luttes. Comment on crée un espace médiatique massif à gauche pour 2022? Bon là on n'a pas le temps je pense. Je pense que c'est un peu dead. Edoui, pourquoi avoir peur du mot anarchisme? N'est-il pas le premier mouvement purement démocratique et social? Bah écoute, ça c'est ta petite propagande à toi, Stelovitch.
On n'en est pas arrivé à l'anarchisme, là. On en est à déjà essayer de limiter la casse par rapport à une bourgeoisie déchaînée. Donc l'anarchisme, on verra après. Moi, franchement, je prends des sauces d'em cool, hein, mais bon, moi, vous savez, je suis comme ça. Je suis pas... Je suis le sauce d'em de service chez les gauchistes, apparemment. Selon lui, est-ce que la classe ouvrière, et plus précisément la figure de l'ouvrier, existe encore à notre ère, ou que notre époque nécessite une mise à jour des pensées? Bah écoutez, la classe ouvrière n'existe plus en tant que telle, hein. C'est-à-dire tant qu'une classe ne se pense pas comme une classe, c'est comme la Commune de Paris. Un des gros échecs de la Commune de Paris, c'est que, en tout cas selon, je crois que c'est Marx qui disait ça, c'est que les insurgés ne se sont pas pensés dans le rapport de classe. Ils ont voulu faire leur truc sans avoir conscience qu'ils étaient dans une guerre de classe dans laquelle ceux-là en face, là, les bourgeois, les Versaillais, eux, ils savaient tout à fait qu'ils étaient dans un rapport de classe et qu'il fallait les fusiller. Et que leur adversaire, c'était une classe sociale. Et que eux, comme groupe, c'était une classe sociale. Donc c'est la conscience de classe aussi qui manque. Comment on fait une enquête journalistique? Oula, c'est un peu vaste. Oui, Antixril, je l'ai lu ce matin, celui-là. Quelle nouvelle idée la gauche peut avoir pour faire rêver l'avenir? Ouais. Et d'où il pense quoi sur la question intersectionnalité versus un seul combat, la lutte des classes? Ouh, c'est plus compliqué que ça comme question. Je ne suis pas d'accord avec la formulation. Street Fighter V, l'abstention. Est-ce qu'il vaut mieux faire des enquêtes au long cours pour faire scandale ou plutôt couvrir les mouvements sociaux pour montrer ce qui bouge dans le pays? On couvre les mouvements sociaux sur Mediapart. Les attaques des universités et universitaires comme Orban ou Bolsonaro l'ont fait. Oui. Est-ce qu'il y a une attaque à l'intelligence en fait? C'est quand même un des tout premiers mouvements que font les régimes totalitaires, hein, vous le savez sans doute, les régimes fascistes, c'est de zigouiller les intellectuels. C'est chiant les intellectuels. Les zigouiller ou les laisser partir en exil, etc. quoi. C'est un peu pessimiste, mais... Ah, moi j'aime bien quand c'est pessimiste, vas-y. En général, comme on dit, c'est le pessimisme de la volonté, l'optimisme de je sais plus quoi. Avec le raidissement autoritaire... Je sais que vous allez l'avoir dans le chat, vous allez le mettre dans le chat, c'est pas grave. Le pessimisme de l'intelligence, l'optimisme de la volonté, je sais plus. C'est un peu pessimiste, mais avec le raidissement autoritaire de la Macronie et son rapport médiocre avec la presse, les tentatives de perquisition, les lois sur le secret des affaires, le filoutage des flics, y a-t-il un danger pour Mediapart et sa survie? Dans 5-10 ans, peut-on imaginer un pouvoir type macroniste qui tente de dissoudre Mediapart via diverses lois sur la presse? Oui, ben ça on l'a noté déjà, Ça on l'a noté et je trouve que c'est assez bien vu. Chalençon en a laissé une belle. Quoi, il y a un nouveau truc avec Chalençon? Du 5 septembre. Oui, bah non, mais ça je l'avais déjà vu passer celui-là. C'est pas Révélation Mediapart ça. Le nucléaire, les institutions, l'Europe, quel est son avis sur ces questions? Ouais. C'est à quelle heure l'entretien ce soir? C'est à 20h. Merci Myrilion qui me dit merci pour ton taf. Puis moi je vais pas tarder à couper, hein, il est 16h30, faut que je me prépare. Pense quoi de Montebourg? Qu'est-ce que la gauche a raté ces 4-5 dernières années? Comment refermer la fenêtre d'Overton? Tu sais, moi je pense, hein, ça n'engage que moi. Moi je pense qu'on fait de notre mieux. Il y a des plantades, mais les plantades c'est quand on est au pouvoir, enfin quand on... Ça fait longtemps qu'on n'a pas été au pouvoir. Je sais pas, parce que le Parti Socialiste a été largement gangréné par la bourgeoisie, c'était de la bourgeoisie... Tu sais, pour moi, il y a deux camps. Hein. Pour moi, c'est ça la différence entre la gauche et la droite. Il y a le camp des travailleurs, et il y a le camp de la bourgeoisie et de la domination. Voilà. Et la frontière entre ces deux camps, c'est la frontière aussi entre la gauche et la droite. Et la frontière entre ces deux camps, parfois, elle traverse aussi même les partis. Elle traverse... voilà. Et évidemment, elle tombe pas au milieu à droite, hein, elle tombe au milieu à gauche, cette frontière-là. Dans ce qu'on appelle la gauche. Donc il y avait des partis de la bourgeoisie, mais qui se dit de gauche. La bourgeoisie, pour qui être de gauche, c'est un peu un lifestyle, si vous voulez. C'est-à-dire, moi je suis bourgeois, mais je suis tolérant. Voilà, ça c'est la bourgeoisie de gauche. Il n'y a pas à tortiller.
Donc quand la bourgeoisie de gauche est au pouvoir, elle ravage toute la gauche. Et c'est toutes les classes populaires, c'est tout le camp du peuple qui s'en prend plein la gueule derrière. Donc voilà ce qu'on a merdé. Voilà ce qu'on a merdé, mais c'est pas nous, c'est pour moi. Moi à ce moment-là, j'étais pas au PS. Et puis derrière, c'est tellement facile de nous latter la gueule quand les bourgeois, ils ont tout. Je veux dire, c'est la classe dominante, c'est quand même plus facile de ne rien changer que de tout changer. La classe dominante est au pouvoir, bah oui, la classe dominante est au pouvoir, elle a tout, elle a les médias, elle a l'idéologie dominante, elle a le truc. Bah, nous, on fait de la résistance derrière, on fait de la résistance, mais c'est quand le parti socialiste est au pouvoir, c'est pas la gauche. Peux-tu dire les décideurs? Oui. Pourquoi avoir soutenu Benoît Hamon en 2017? Vous pensez vraiment qu'il a soutenu Benoît Hamon en 2017? Comment voit-il l'évolution du néolibéralisme? J'ai ce busule. Le rachat de M6, mais je t'ai pas vu. Je t'ai raté. Bah non, je t'ai dit, Palmyre Zoldyck, j'ai dit merci. Merci Sabien 3D qui dit: peut-on raisonner les complotistes pour les rallier à gauche? Raisonner. Convaincre, je dirais, plutôt que raisonner. Mais oui, je sais pas. Question à Edoui, c'est quoi la recette d'une bonne enquête journalistique? Faut mettre des truffes par-dessus. Ça fait plus distingué. Pensez-vous que le désastre écologique rend impossible le capitalisme, et si oui, faudrait-il mettre ce propos plus en avant dans les médias, et plus précisément Mediapart? Ah. Ouais, tu penses qu'on n'en fait pas assez là-dessus? On fait des papiers là-dessus quand même. Enfin, il y a des papiers, Jed Lingard, tout ça, qui font du boulot là-dessus. C'est vrai que moi, je suis pas spécialiste du truc. Mais... Par contre, je suis d'accord sur le fait que ça doit être notre cheval de Troie. Ça doit être là-dessus qu'on doit convaincre. La presse nous a-t-elle trop habitués au piétinement de la démocratie? Oui, je pense que la presse a un rôle là-dedans. Comment il a vécu le déchaînement accusatoire en islamo-gauchisme après Samuel Paty? Comment l'a vécu la rédaction? Ouais. Bah, les polémiques, islamo-gauchisme, machin. Puis après, il faut que j'organise mon plan. Faut que je casse toutes les questions entre elles par thématique, machin, et que je fasse un joli plan qui permet de monter en généralité. Que pense-t-il de la situation des sciences et vie, un futur pôle sciences à Mediapart? Ah, tu penses qu'il faudrait que Mediapart embauche tous les gens de Sciences et Vie, Sciences et Avenir ou Sciences et Vie, je sais plus. Il me semblait que c'était Sciences et Vie. Je passe vite fait pour saluer tout le monde et remercier un peu plus proprement Usul pour le follow hier. Et je file en live dans une dizaine de minutes. Très bien, Flory LVM. Mais de rien. Que pense-t-il du décalage générationnel qui se creuse? Moi j'aime bien les histoires de génération. Là. J'aime bien les histoires de génération parce que ça nous permet de parler d'histoire. Parce qu'une génération, c'est pas seulement une classe d'âge, si tu veux. C'est une classe d'âge qui est passée par des événements historiques et qui a forgé sa conscience du monde via ces événements historiques. Et j'aime bien parler de classe d'âge. Donc vas-y. Entre les jeunes et les vieux, les jeunes s'abstiennent massivement mais votent aussi beaucoup pour le Rassemblement National, et surtout l'écart se creuse à gauche entre la vieille gauche de 68 et les gauchistes les plus jeunes. Ah ouais, tu trouves que l'écart se creuse à gauche? Ouais, je sais pas, mais en tout cas on parlera de génération, j'ai déjà une question là-dessus. Du coup on refait barrage. Oui tiens, ça c'est une bonne question simple, très simple, voilà, on refera barrage. Parle du deuxième tour, je suppose. Je pense que c'est le deuxième tour, ouais, pour le barrage. Il y a des questions que tu trouves pas pertinentes auxquelles tu réponds, mais ce serait intéressant d'avoir la devis d'Edoui Plenel dessus. Bah oui, mais bon, c'est quand même moi qui décide, parce que je suis pas Samuel Etienne, ça va pas, je vais pas juste relayer vos questions du chat comme ça, sans sel. Je vais organiser un entretien, c'est pas exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il a pensé du peu de relais médiatique? Parce que vous allez voir, ça passe vite, 2 heures quand même, donc je peux pas tout dire. Qu'est-ce qu'il a pensé du peu de relais médiatique de l'anniversaire de la commune, alors qu'on a tous les ans une petite image de l'anniversaire de Jeanne d'Arc par le FN, et par extension, du peu de présence des basses classes dans l'histoire officielle, et donc de la gauche? C'est intéressant de voir la différence de traitement entre l'anniversaire de la commune et celui de Napoléon, là. C'est l'anniversaire de la mort de Napoléon, je sais plus. Attends, on est en 22, donc oui, ça doit être la mort. Différence entre commune et Napoléon, et c'était Benjamin... Non, c'était qui? Pierre Nora qui avait dit...
Différence entre la Commune et Napoléon. Ouais, les enjeux de mémoire, quoi, en gros. Et l'apéro. S'attend-il à un front républicain anti-gauche? Oui, ça c'est vrai. Attends, qui c'est qui disait ça il y a pas longtemps? Je sais plus, mais c'est vrai. Hein. Est-ce qu'il y aura un front républicain anti-gauche? Anti-islamo-gauchisme. Tu vois, ce que je disais sur le truc là, sur il y a que deux camps, hein. Il y a le camp du peuple et il y a le camp de la domination. Typiquement, pour moi, défendre sur ne rien lâcher sur les questions d'islamophobie, etc., c'est précisément être du côté des classes populaires. Et parce que, en fait, l'islamophobie est un des moyens dont dispose la bourgeoisie pour continuer à étouffer les classes populaires, à continuer à faire fermer leur gueule à tout un pan des classes populaires. Et à les maintenir dans une soumission. Donc, en fait, l'islamophobie a une place dans les rapports de classe. Et c'est pour ça que pour moi c'est lié. C'est pas on fait les valeurs, les mœurs, la morale, l'antiracisme, machin. C'est pas ça. Faut analyser les structures du truc et le rôle que ça a dans la domination, dans les processus de domination. Je reprends une question que j'ai vu passer en lien avec ça. Comment essayer de refermer la fenêtre d'Overton? Oh là là, ouais. J'ai des voisins jeunes qui disent aussi pourquoi pas Le Pen. Bizarrement, ils sont pas dans les minorités sur qui ça va péter le plus fort. Bah oui. Bah oui, sinon t'y vas pas là, ouais. L'UE, qu'en pense-t-il? Alors, question un peu vaste. Ah, on pourrait parler du rêve européen, ouais. Voilà, essayons de donner un peu de hauteur. Le rêve européen. Parce que ça, c'est vrai que dans les années 80-90, ça a été un peu l'idéologie de substitution d'une gauche qui voulait plus justement défendre le camp du peuple, le camp des travailleurs, le camp du travail en fait. Il y a le camp du capital et il y a le camp du travail. Et quand la gauche veut plus défendre le camp du travail, n'a plus voulu défendre le camp du travail, elle s'est mise à nous parler d'Europe, éventuellement citoyens du monde, mes couilles, éventuellement l'Europe sociale, plus tard, toujours plus tard évidemment. Ça et la République, et elle s'est raidie sur la République. Mediapart sur Twitch, oui. Les positions de Harfi sur la FI étaient patentes, mais tu sais, à Mediapart, je veux dire, chacun a... Bon, tout le monde est à peu près de gauche, hein, mais chacun a son opinion. C'est pas homogène, c'est ça que je veux dire, c'est pas homogène, Mediapart. Question sur le journalisme, la carte de presse est-elle indispensable ou un outil dépassé? On s'en fout un peu... quelques questions sur le passé, Minc, Mauduit. Non, ça j'ai dit, on partira pas là-dessus, ni sur Mauduit, ni sur Mélenchon, ni sur... Si je l'interroge d'ailleurs, ce sera pas sur Mélenchon, ce sera sur la France Insoumise et la dynamique et les 17% de la dernière fois et la perspective pour la prochaine présidentielle, mais pas sur les petites histoires interpersonnelles justement. Oui. Bon là vous dites oui, mais je sais pas pourquoi. Le NPA est sur le point de lancer Anas Kazib, qu'en pense-t-il? Ça me paraît un peu trop précis comme question. Mediapart ne soutenait pas explicitement Hamon, mais ils enfonçaient la FI. Ça c'est, tu le fais bien. Que pensez-vous des sondages? Oui, on va parler des repas. Du coup, je vois des oui, mais je sais pas de quoi vous parlez à chaque fois. Son avis sur la collapsologie. La revue de presse de Samuel Etienne, non. La figure du communisme désirable, ça j'ai déjà noté. La rediff sera dispo longtemps après, une semaine après. Pourquoi Bourdieu est-il toujours d'actualité? Il cite pas beaucoup Bourdieu, hein, Edoui. Lui, c'est pas forcément ses penseurs de référence. Avec les FAF qui sont aux portes, est-ce que ce serait pas mal de taper un peu moins sur la gauche? Quid de garder sa déontologie si on bascule dans le fascisme? C'est pas une mauvaise question à poser à un trotskiste, justement. Est-ce qu'il faudrait pas ménager la gauche? Est-ce qu'il faudrait pas être pragmatique? Mais moi je pense que, j'anticipe, hein, je vais faire le Plenel malin, je pense qu'il va te dire que non. Que la vérité, il faut dire la vérité, il faut regarder en face les erreurs, y compris celles de notre camp, parce que sinon c'est dangereux, on s'aveugle à notre propre aveuglement, je veux rien dire ça. Il y a les mollos avec la FI par exemple, enfin il y a les mollos avec la gauche quoi.
mais 100% il va dire ce que j'ai dit, il l'a dit assez politique là, l'autre fois. On va pas faire semblant de croire que tout va bien à gauche, quoi. Nanana, pourquoi tu prends pas de stagiaire? Parce que ça me ferait chier d'avoir un stagiaire à gérer, comme là ça me fait chier que tu me poses la question 2 fois de suite sur les stagiaires. Non, la gauche c'était les pauvres, ils se sont tapés sur les gauches, ils ont émasculé la gauche. Je comprends rien à ce que tu dis, Fistulax, c'est souvent que je comprends rien à ce que tu dis. En tant que journalistes qui ont accès au off, comment se comportent les politiques, les élites en dehors de leur affichage public? Ça craque? C'est prêt à lâcher le pouvoir? Je comprends pas lâcher le pouvoir. Il est plutôt méca ou kaiju? Très bien. Est-ce qu'il est allé manger dans un resto clandestin et est-ce que c'était bon? McFly Carlito, tout ça, je crois que c'est pas sa spécialité. Je crois qu'il a pas suivi vraiment tout le drama. Edwin, pouvez-vous imiter Usul? Voilà, juste retour des choses. La montée de la gauche sur Twitch. Est-ce qu'il y a une montée de la gauche sur Twitch? Non, je pense pas. Hein. Je pense qu'on essaie de faire des trucs. Ça veut pas dire qu'on est les plus puissants, loin de là. De toute façon, on est condamné à être des minoritaires partout. Hein. C'est la loi. Hein. C'est pas nous qu'on possède les trucs. Vous avez vu l'affaire de cerveaux non disponibles là qui vont se faire supprimer leur page Facebook. Bon bah c'est ça aussi notre histoire. C'est que même nos trucs, ils nous appartiennent pas. On n'est pas les. Il y a le camp des possédants. Les possédants, ils possèdent. Ils ont les médias. Ils ont les trucs. Et ils veulent que ça continue comme ça, donc c'est pas compliqué. Nous on gueule sur des médias qui sont pas à nous, parce que nous on possède pas grand chose. On possède notre travail, et de temps en temps on se met ensemble pour essayer de posséder quelque chose collectivement, voilà. Pourquoi ils passent leur temps à inviter la gauche libérale à l'air libre, Raphaël Glucksmann, les anciens de l'REM, alors qu'on les voit déjà partout? Est-ce qu'on voit beaucoup les anciens de l'REM? Mais c'est vrai qu'ils invitent beaucoup les anciens de l'REM. Raphaël Glucksmann, oui, Raphaël Glucksmann,